Get ça. L'histoire se déroule dans le royaume Grandis, où une guerre en cours a poussé le royaume à sa dernière ligne de défense. Malgré la détermination des soldats, ils sont systématiquement éliminés un par un. Faisant face à peu de résistance de la part de l'ennemi, d'énormes monstres ont déjà escaladé les murs, forçant les soldats à se battre de toutes leurs forces. Pourtant, les orques restent debout, leur corps résiste aux attaques humaines qui échouent à leur infliger des dégâts significatifs. Même les boules de feu les plus puissantes lancées par les magiciens humains sont facilement déviées par les barrières mentales impénétrables des magiciens orques. Pour aggraver les choses, une lumière cramoisie s'abat sur les rangs des orques, leur conférant une puissance écrasante. Ainsi les yeux des orques brûlent d'une fureur menaçante, alors qu'ils se délectent de leur nouvelle force. En assistant à cette scène de première main, Fillon Andéavour, le commandant adjoint du bastion d'Andéavour, est choqué et rempli de crainte. Il réalise que ces orques sont entrés en mode berserker, et il ne reste plus beaucoup de temps avant que la porte sud ne s'effondre sous leur assaut implacable. Bien que le nombre impressionnant de leurs adversaires constitue une menace significative, le véritable combat commencera avec l'arrivée imminente du Seigneur Orc. Ce Seigneur Orc est tout simplement différent contrairement à tous ceux qui l'ont affronté, car il possède la rare capacité de la maîtrise de l'aura. En tant que maître de l'ordre du Seigneur Orc, il peut exploiter et utiliser des compétences d'aura spéciales, ce qui en fait une force redoutable sur le champ de bataille. En quelques instants, les orques ont franchi les murs du château et le désespoir a submergé les défenseurs. Le doute a envahi leurs esprits, se demandant si cela pourrait vraiment être la fin. Mais au milieu du chaos et du massacre impitoyable, une soudaine aura lumineuse se propageait sur tous les soldats tombés. Cette aura mystérieuse émanant d'une figure animée a fait remuer les cadavres et les a fait se lever de leur état de mort au grand étonnement de tous les témoins. Même les orques tombés ont été ramenés à la vie. Stupéfaits par le revirement inexplicable des événements, les cadavres animés lancent une attaque implacable contre les monstres. Malgré les puissants coups d'épée des orques qui pourraient les abattre d'un seul coup, les cadavres se sont relevés une fois de plus, imperturbables et prêts à continuer le combat. Le nombre impressionnant de soldats morts-vivants, y compris les humains tombés et leurs propres frères d'armes déchus, a submergé les orques. Il est devenu évident pour les spectateurs qu'un nécromancien était responsable de cette incroyable résurrection, les laissant perplexes quant à la présence d'un nécromancien dans une situation aussi désespérée. Alors que les rangs de cadavres animés se multipliaient à chaque minute qui passait, ils ont dirigé leur assaut vers le Seigneur Orc. Du côté des orques, le Seigneur Orc a réalisé que les choses s'étaient retournées contre lui. Utilisant ses compétences orales, il a rejoint la bataille, déterminé à reprendre le dessus. Et simultanément, l'homme mystérieux s'est révélé, conscient que vaincre le Seigneur Orc avec de simples cadavres animés ne suffirait pas. Le nécromancien aux cheveux verts a donc invoqué ces entités collectées à l'aide de cercles d'invocation. Pendant que le Seigneur Orc luttait contre l'assaut des cadavres devant lui, un squelette sous le contrôle du nécromancien a saisi l'occasion pour frapper le Seigneur Orc depuis son angle mort. Cependant, le Seigneur Orc, étant un maître d'aura, a esquivé l'attaque au dernier moment. Mais juste au moment où le Seigneur Orc se préparait à riposter, il a été pris au dépourvu par une autre invocation personnelle du nécromancien, qui a suivi avec une attaque par l'arrière, annulant les manœuvres offensives du Seigneur Orc. Ensuite, le squelette a tenté une autre attaque, mais la compétence du Seigneur Orc lui a permis d'éviter leur assaut combiné. Cependant, les deux adversaires savaient qu'il suffirait d'une seule ouverture pour renverser la situation. Sentant ce moment, la bête humanoïde a saisi l'opportunité, délivrant un coup puissant qui a projeté le Seigneur Orc à plusieurs pieds de distance, l'incapacitant et le rendant vulnérable. Pendant ce temps, les spectateurs étaient stupéfaits en voyant l'immensité du monde se déployer devant leurs yeux. Il était vraiment déconcertant de voir un nécromancien possédant une maîtrise exceptionnelle de l'épée prendre part au champ de bataille. De plus, les invocations personnelles du nécromancien se sont avérées plus puissantes que leurs propres soldats, surpassant même la force des orques. La scène était surréaliste alors que le sang de leurs ennemis tombait coulé comme la pluie, laissant les spectateurs choqués et incrédules, peignant leur visage alors qu'ils peinaient à comprendre comment un seul nécromancien avait réussi à inverser le cours de la bataille à lui seul. Et malgré l'interdiction de la magie noire par l'Empire, un sentiment de gratitude émergeait en eux lorsqu'ils réalisaient que le nécromancien et ses créatures les avaient effectivement sauvés d'une mort imminente. Pendant ce temps, le Seigneur Orc ne pouvait s'empêcher de féliciter le nécromancien, car il ne s'attendait jamais à ce que de simples cadavres puissent l'arrêter. Cependant, il a averti le nécromancien de ne pas penser qu'il pouvait le vaincre avec ça. En réponse, le nécromancien a complimenté le Seigneur Orc, affirmant sa supériorité sur lui et observant le Seigneur Orc. Le nécromancien voyait en lui un nouveau compagnon potentiel et un corps utilisable. Avec cette réalisation, le nécromancien a infusé du mana dans son épée et a rapidement bondi vers le Seigneur Orc. Cependant, le Seigneur Orc n'était pas impressionné par la silhouette apparemment frêle du nécromancien, alors il a activé sa compétence d'aura et a bloqué la lame pour l'empêcher de l'atteindre,
puis il a tranché dans le vif. Cependant, il a bientôt réalisé qu'il s'agissait simplement d'un leurre. Alors, en une fraction de seconde, le seigneur orc a attaqué par l'arrière, pour découvrir que son coup était intercepté par un mur d'os émergeant du sol. Et avec cela, le nécromancien réalise que la compétence des orques dépassait ses attentes initiales, alors il décide de tout donner pour sa survie. En tant qu'Andreas Cromwell, et pour protéger ceux qui lui sont chers de cette manière. Activant sa carte maîtresse, le nécromancien créa une armure faite d'os qui renforça ses capacités. Restant ainsi transformé devant lui, le seigneur orc comprit que c'était son dernier combat et l'accueillit avec un sourire. Moi et le nécromancien nous affrontâmes, faisant trembler le sol sous leurs pieds alors que leurs armes s'entrechoquaient, créant des ondes de choc qui se répercutaient dans les environs. Et les spectateurs furent choqués en voyant la puissance destructrice du combat se dérouler devant eux. Cependant, même les plus grands combats doivent prendre fin. Avec encore quelques échanges de coups, les deux guerriers préparèrent leurs attaques les plus dévastatrices, cherchant à mettre un terme définitif au combat, et l'issue de ce choc épique déterminerait le destin des deux combattants et façonnerait le cours de la bataille. Mais avant que toute cette folie ne se déchaîne, revenons quelques mois en arrière, à l'Académie de Rodran, l'académie la plus prestigieuse et la plus nourricière de l'Empire, où des individus prometteurs viennent apprendre. Peu de gens savaient que l'académie servait également de lieu de rassemblement pour ceux qui cachaient leur véritable identité au plus profond de ses murs. Caché derrière un portail, un gars aux cheveux blancs nommé Aaron se trouva frustré par l'incompétence flagrante de son collègue parce qu'Andrea avait oublié où il avait laissé le corps sur lequel il travaillait depuis des semaines, compte tenu de la nature douteuse de leurs activités. Les chercheurs en magie noire et les nécromanciens étaient interdits. Trouver ce corps manquant était d'une importance capitale. Si quelqu'un découvrait leurs activités, ce serait l'heure de l'exécution, sans poser de questions. C'est pourquoi ils devaient mener leurs expériences en secret, à l'abri des regards indiscrets. Ils trouvèrent néanmoins le corps, et après avoir tout mis en place, ils se lancèrent dans un rituel pour réanimer les morts. Malheureusement, leur tentative fut un échec total. Déçu, le gars aux cheveux blancs décida de mettre fin à la journée et ordonna à Andreas de nettoyer et de remonter à l'étage. Andreas se sentait déprimé parce qu'il n'avait rien appris ce jour-là. Il a commencé à nettoyer à contre-séhur. Il ne pouvait s'empêcher de penser que même si ce qu'il faisait était dangereux, il n'en retirait pas grand-chose. Mais abandonner n'était pas vraiment une option. Après tout, c'était le seul endroit où il pouvait mettre la main sur de vrais livres sur la magie noire. Quelques instants plus tard, Andreas est allé rendre compte au gars aux cheveux blancs qu'il avait fini de nettoyer. Mais bien sûr, ce n'était pas suffisant pour ce type. Si cela prend à Andreas une demi-journée juste pour faire le nettoyage, il se demande quand il pourra enfin faire un travail complet tout seul. Ce type sait vraiment comment énerver Andreas. Il a l'audace de se plaindre sans même prendre la peine de lui enseigner quelque chose. Alors le pauvre Andreas doit se débrouiller tout seul, tout en gardant la bouche fermée, car un faux mouvement et il pourrait devenir le prochain sujet d'expérience. Mais maintenant, ce gars aux cheveux blancs teste vraiment la patience d'Andreas. Il prévient Andreas qu'il ne tolérera pas un autre échec, comme si Andreas ne le savait pas déjà. Mais il sait aussi que son maigrichon n'aurait aucune chance contre le grand-père devant lui. Alors, pour l'instant, Andreas accepte, et le grand-père lui donne une autre chance. Avec cela, il dit à Andreas d'aller au cimetière national de Binalé et de lui apporter un autre corps. Et alors qu'Andreas s'apprêtait à partir, le gars aux cheveux blancs lui rappela que c'était lui qui l'avait pris en charge malgré le fait qu'il soit orphelin. Alors, Andreas devait constamment prouver qu'il valait la peine d'être gardé. S'il n'y parvenait pas, il savait déjà ce qui se passerait, mais Andreas avait atteint sa limite avec ce fils de... Ses yeux le fixaient sans expression, et dès que le gars aux cheveux blancs lui permit de partir, Andreas partit sans hésiter un instant. Mais Andreas ne pouvait s'empêcher d'être en colère contre le grand-père pour être si radin. Le vieux schnock ne lui a même pas donné les maudits frais de déplacement. Et pour aggraver les choses, il a remarqué que les autres étudiants de merde le regardaient comme s'il était un fantôme. Ça l'a vraiment mis en rogne, alors il a poussé tout le monde sur son passage et est passé devant eux. Il était aussi en colère contre lui-même parce qu'il n'avait pas la moindre idée de comment sortir de ce pétrin, car il est maintenant à l'intérieur du corps d'Andreas Cromwell, un étudiant de 3e année considéré comme peu talentueux et un orphelin issu d'une famille déchue. Il était l'incarnation de quelqu'un que le destin favorise avec les forts et écrase les faibles. Il était l'étudiant le plus mal noté de l'académie, un méchant de 3e classe, le genre de personnage que personne ne voulait incarner. Mais même s'il ne le voulait pas, il devait continuer à vivre en tant qu'Andreas parce qu'il était coincé dans le monde du jeu Gretzi. Mais avant de devenir Andreas, son nom était Makoto Kaneshiro. Il était autrefois membre des forces spéciales, mais il n'a pas pu s'adapter à la vie banale d'un simple membre de la société. La seule chose qui le soutenait dans son cœur était un jeu appelé Gretzi. On oublie tout et on s'immerge dans le jeu, cherchant du réconfort, et après 12 semaines de règne, il a enfin réussi à le terminer.
Cependant, son triomphe fut de courte durée. Quelqu'un qui connaissait ses informations personnelles et ses habitudes de jeu l'a appelé, le prenant par surpris. Dans la panique, il a essayé d'éteindre son ordinateur instantanément, mais à sa grande stupéfaction, il s'est retrouvé transformé en un personnage du jeu, un an avant même que l'histoire principale ne commence. Andreas, un personnage toujours suivi par l'ombre de la mort. Pourquoi, me demandez-vous? Parce que tous les personnages du jeu traversent le même événement. Ils découvrent l'identité de Charon et s'unissent pour le vaincre. Maintenant, si Andreas ne trouve pas un moyen de s'échapper de Aram avant le début de l'histoire principale, il sera coincé à s'impliquer avec les personnages principaux et leurs quêtes dangereuses. Il n'a pas d'autre choix que de devenir plus fort avant que tout ne commence. Heureusement, en tant que joueur qui a joué pendant 13 semaines, il reçoit 2 traits spéciaux. L'un d'eux est aléatoire. Il a obtenu le trait Dual Core, qui lui permet d'utiliser à la fois la magie et l'escrime. Cependant, augmenter les 2 traits est devenu 2 fois plus difficile, mais il doute de pouvoir survivre en se concentrant sur un seul. Il lui reste donc l'autre trait principal qu'il peut choisir. Il est crucial qu'il en choisisse un qui se synchronise le mieux avec sa nécromancie. Après tout, ce n'est pas tous les jours que vous vous retrouvez à combattre des forces maléfiques avec une poche pleine de cadavres et un ensemble de compétences à moitié éclatées. Alors, Andreas ouvre la fenêtre du système pour choisir sa caractéristique, et mon Dieu, il y a beaucoup d'options à choisir. Il y a le chemin des armes chinoises Dao où il devient une armurerie ambulante, ce qui serait parfait pour récupérer des mouvements intéressants de ses ennemis. Tueur de Dieu pour quand il se sent extra ambitieux et même l'araignée rusée, parce que qui ne veut pas être un arachnide furtif à 8 pattes ou devenir Spider-Man dans un monde fantastique, mais aucun de ses choix ne se synchronise vraiment avec sa compétence de nécromancie. Andrea, étant le gars intelligent qu'il est, décide de regarder ceux qu'il n'a pas encore vus. Il est certain que la solution réside dans ses compétences non découvertes. Et juste comme ça, son attention est instantanément attirée par le trait d'évolution. C'est le phénomène qui prend une créature vivante et la transforme en quelque chose de plus grand et de meilleur. Andreas réalise qu'il n'a pas encore rencontré ce trait dans le jeu et ce dont il a vraiment besoin maintenant, c'est quelque chose qui l'aidera à dépasser ses murs de château et à devenir une force à prendre en compte. Même sans avoir besoin de réfléchir davantage, Andreas choisit le trait d'évolution. Soudain, un aperçu du futur s'insinue dans son esprit. Il imagine les choses incroyables que ce trait lui apportera dans ce monde. Avec sa nouvelle confiance, il sait qu'il ne survivra pas seulement, mais conquérera également ce jeu. En tant qu'Andreas, l'évolué est l'invincible. Quelques instants plus tard, Andreas se retrouve dans le dortoir Maple Leaf, assis seul dans sa chambre. Il réfléchit à sa situation actuelle. Il réalise qu'Andreas n'était qu'un petit méchant dans le jeu, mais maintenant qu'il l'expérimente de première main, il se sent incroyablement impuissant. Il peut à peine invoquer un seul sort de magie élémentaire, et son seul atout immédiat est sa nécromancie. C'est pourquoi choisir le trait d'évolution était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Avec détermination dans les yeux, Andreas décide de faire un bref arrêt à la salle de recherche souterraine avant de se rendre au cimetière. Comme il sait qu'il peut se permettre de perdre du temps, il doit devenir plus fort le plus rapidement possible, non seulement pour l'événement à venir, mais aussi parce qu'il sait qu'il y a d'innombrables personnages dans ce jeu qui peuvent le tuer, en plus de l'héroïne. Lorsqu'Andreas pénètre dans l'installation de recherche souterraine, il est déçu de constater que les livres à l'intérieur ont des titres horribles qui pourraient instantanément le tuer s'ils étaient découverts. Pour aggraver les choses, il y a quelque chose dans la pièce qui pourrait le tuer et d'après ce qu'il a observé hier, il est clair qu'elle est un vampire. Les vampires dans ce jeu ne sont pas affectés par la lumière directe du soleil et possèdent une magie puissante. Elle n'est pas le genre d'être que Charon peut facilement attraper. Elle est comme un boss de milieu de partie, à la surprise d'Andreas, le vampire l'appelle et lui propose de l'aider à s'échapper. Elle promet que s'il la laisse sortir, elle tuera Charon. Elle sait, il a peur que Charon finisse par essayer de le tuer. Cependant, Andreas reste imperturbable car, comme on pouvait s'y attendre d'un vampire, elle a vu à travers sa prudence envers Charon. Il réalise qu'il n'agit plus comme Andreas depuis un moment maintenant, alors peut-être que c'est pourquoi elle s'est approchée de lui. Curieux, il lui demande ce qu'elle ferait s'il la libérait, sachant qu'il n'y a aucune garantie qu'elle le laissera partir en toute sécurité. En réponse, le vampire jure qu'elle ne le tuera pas. Mais Andreas n'est pas un idiot. Il sait qu'un être supérieur comme elle ne tiendrait pas simplement une promesse pour l'humain. Alors il ne croit pas aveuglément ses paroles sans prendre de précautions. Il lui dit qu'il a besoin d'y réfléchir, comprenant que trahir son professeur tout de suite entraînerait des conséquences gênantes. Le vampire n'est pas enchanté par sa réponse, mais elle ne peut pas lui faire de mal au-delà des limites de la cage. Andreas monte dans le train pour se rendre au cimetière. Il admet que l'offre du vampire est tentante, mais il décide de privilégier la recherche sur les vampires avant de prendre des décisions hâtives. Peut-être qu'il y a un livre quelque part qui peut lui donner des conseils sur la façon de les gérer. Peu de temps après,
le train est arrivé à la gare de Hartfell, Andreas a débarqué et s'est dirigé directement vers le cimetière. Cependant, il a rapidement réalisé que, en raison du corps de faible qu'il habitait actuellement dans ce foutu jeu, il était facilement à bout de souffle. Il réalisa alors qu'il devait renforcer sa force physique pour gagner de l'argent. Finalement, il arriva au lieu où les mages noirs rassemblaient leurs cadavres, le cimetière national. Heureusement, il se souvenait vaguement d'un endroit que seuls les charognards connaîtraient avec confiance. Il s'approcha du gardien et déclara qu'il venait de chez Jenny, se présentant comme son troisième petit-fils pour sceller l'accord. Il déclara fièrement qu'il avait apporté 13 iris azur. Le gardien fut convaincu par l'astucieuse d'Andreas, il lui permit donc d'entrer dans le cimetière. Après être entré dans le cimetière, Andreas retrouva le fossoyeur, qui semblait soulagé qu'il soit arrivé juste à temps. Comme promis, le fossoyeur montra à Andreas le cadavre du chevalier. Reconnaissant pour l'opportunité, Andreas tenta de faire rentrer le cadavre dans sa valise, luttant un peu en raison de sa faible constitution. Finalement, il réussit à le faire entrer, prêt à partir avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, son attention fut soudainement attirée par une tombe familière à proximité. À l'examen plus attentif, Andreas réalisa qu'il avait déjà vu le nom sur la pierre tombale quelque part, puis tout à coup, ça lui revint. Dans son esprit, il n'en croyait pas ses yeux. La tombe appartenait au maître de l'aura Nickel Lightfoot, quelqu'un qui avait passé des décennies dans un entraînement isolé dédié à la voie de l'épée et était devenu un maître estimé. Mais hélas, même après avoir atteint une telle maîtrise, il a rencontré sa fin en raison de la vieillesse. C'était l'un des easter eggs du jeu, bien qu'Andreas ne puisse s'empêcher de se demander pourquoi il l'avait inclus en premier lieu dans ce monde. Cependant, personne ne savait que Nickel était devenu un maître de l'aura à la fin. Après avoir envisagé les options, Andrea a réalisé que s'il créait un chevalier de la mort en utilisant le corps de Nickel, il deviendrait invincible. Cependant, il savait aussi que même Charon ne pouvait pas créer un chevalier de la mort de haut rang, mais après y avoir réfléchi, il a décidé de le faire quand même, car s'il évolue, ce sera une autre histoire. Il a besoin d'un corps avec de bonnes capacités latentes. Il a payé le fossoyeur pour lui permettre de prendre un autre corps avec lui. Mais avant même qu'il puisse mentionner lequel, le fossoyeur a immédiatement refusé, craignant de compromettre sa position. Le fossoyeur a insisté pour qu'Andreas obtienne d'abord la permission de Charon, alors sans choix, Andreas a sorti un objet pour convaincre le fossoyeur de le reconsidérer. Il a examiné de plus près et a découvert que c'était une bague gravée de l'écusson du comte. Se rendant compte que la vendre pourrait lui rapporter une fortune, le fossoyeur ne pouvait pas croire qu'il la lui offrait. Choqué par le geste, il a hésité, doutant de son authenticité. Cependant, Andreas l'a assuré que la bague était bien réelle. En tant que mage, Andreas valorisait avant tout les résultats et l'avait caché à son professeur. Convaincu par la sincérité d'Andreas, le fossoyeur a finalement cédé au pot de vin. Andreas ne put s'empêcher de sourire à son stratagème réussi. Malgré le fait que ce soit la bague d'une maison noble déchue, son charme était toujours irrésistible, et il savait qu'elle l'aiderait dans sa quête de pouvoir. Avec le pot de vin réussissant à persuader le fossoyeur, Andreas a obtenu la permission de prendre le cadavre de Nickel Lightfoot. Le cadavre de Nickel était remarquablement bien conservé et Andreas ne pouvait contenir son excitation. Le futur clair qu'il avait vu hier commençait enfin à se dérouler. Le lendemain arriva, et ils commencèrent à examiner le cadavre qu'ils venaient d'acquérir. Il semblait être un corps utilisable, ce qui le satisfaisait, et à sa manière habituelle, il ordonna à Andreas de s'occuper des réactifs pendant son absence, ainsi que des conséquences. Alors qu'Andreas ne pouvait s'empêcher d'être surpris par l'audace de ce vieux fou, il venait de rentrer et maintenant il recevait à nouveau des ordres. Mais malgré son agacement, il suivit à contre-séhur les ordres car après tout, il savait qu'il accomplissait mieux les corvées quand il est irrité. Peut-être était-ce un étrange instinct corporel qui se manifestait. Il devait finir cela rapidement pour pouvoir commencer à étudier tout de suite. Et ainsi, il procéda à la tâche. Cependant, alors qu'il nettoyait, des doutes s'insinuèrent dans son esprit. Se demandant s'il pouvait vraiment utiliser le corps de Nickel à son niveau et avec ses compétences actuelles, car il était assez sûr qu'avec son niveau de compétences, les squelettes étaient ce qu'il pouvait manipuler pour l'instant. Et bien qu'il puisse être possible d'évoluer les choses avec le trait d'évolution, il ne pouvait pas en être certain car il ne l'avait pas encore essayé. De plus, il n'avait même pas l'argent pour pratiquer sur un autre corps. Soudain, le train de pensée d'Andreas fut rudement interrompu par le vampire persistant de l'autre côté de la cage. Elle exigeait de savoir combien de temps il comptait la faire attendre. Agacé par son attitude pleurnicharde, Andreas rétorqua qu'elle aurait dû dormir et qu'il n'avait pas le temps de s'occuper d'elle. Cependant, le vampire ne renonça pas à essayer de le convaincre une fois de plus qu'elle ne le tuerait pas. Fatigué de ses bavardages incessants, Andreas décida de s'approcher d'elle pour régler la question une fois pour toutes. Le vampire, pensant avoir le dessus, sourit avec suffisance, attendant qu'il parle. Alors qu'Andreas ne pouvait s'empêcher de se demander comment Charon avait réussi à maîtriser le vampire, le livre qu'il avait obtenu plus tôt lui fournit la réponse.
perdu dans ses pensées. Le vampire devint curieux de savoir pourquoi il restait silencieux en la fixant. Elle se demanda s'il doutait encore, mais Andreas continua de rester sans réponse. Il l'incita à se dépêcher de se décider, la prévenant qu'elle pourrait quand même le tuer s'il la libérait. Mais alors qu'elle se retournait, Andreas la surprit en déclarant qu'il la laisserait sortir. Il ne pouvait plus supporter de lécher les bottes de Charon. Le vampire était excité d'être enfin libéré de ses entraves, mais Andreas avait une condition avant de lui accorder la liberté. Il exigea qu'elle jure sur le nom de sa famille de ne pas le tuer, et tandis qu'il disait cela, Andreas observait sa réaction. Et d'après celle-ci, Andreas déduisit que le contenu du livre était vrai. Lorsqu'un vampire jure sur le nom de sa famille, il lui est interdit de rompre la promesse. Étonnamment, le vampire accepta volontiers ces conditions, jurant sur le nom de Lucifer. Cette facilité d'acceptation prit Andreas au dépourvu, ajoutant aux surprises, une fenêtre système apparut pour lui signaler qu'il avait rempli les conditions et qu'un spécimen évoluable avait été détecté. Le vampire s'appelait Angela Lucifer. Sa probabilité d'évolution était de 55%. Cette révélation stupéfia Andreas, car la probabilité d'évolution apparaissait simplement parce qu'elle avait juré. Il semblait qu'il pouvait l'utiliser sur d'autres entités en dehors de ses invocations. C'était sa chance de le tester avant de l'utiliser sur Nickel, car tout accident ne serait pas de sa faute. Pendant qu'Andreas contemplait sa prochaine action, le vampire supposa qu'il l'avait trompé, mais dès qu'il appuya sur le bouton oui de sa fenêtre système, une soudaine vague de mana la pénétra, la faisant hurler comme jamais auparavant. Haletant et bavant sur le sol, le vampire exigea de savoir ce qu'il lui avait fait. Mais avant qu'elle puisse finir sa question, une autre vague d'oral la remplit à ras-bord, la faisant pousser un cri une fois de plus. Cette fois-ci, elle atteignit sa limite et s'évanouit instantanément. Andreas se retrouva désemparé, incertain de ce qui s'était exactement passé. Il dit au vampire inconscient de se ressaisir, mais sans réponse. Il ne put que jurer de frustration. Maintenant, il n'avait aucune idée s'il avait réussi ou non, mais puisqu'Andreas avait appris une chose de plus sur le trait d'évolution, il décida de continuer son entraînement. S'il pouvait faire évoluer toutes les entités qui n'étaient pas ses invocations directes, alors il pouvait certainement l'appliquer sur lui-même. Alors, il pensa que ça devrait aller pour invoquer Nickel maintenant. Il prépara les cercles magiques et les objets et commença à invoquer le squelette. Au fur et à mesure que le processus d'invocation commençait, la fenêtre système apparut, informant Andreas que la nécromancie de base avait été activée et qu'un cadavre avait été détecté. La cible capable d'exercer la nécromancie avait été détectée, ce qui entraîna l'application d'effets supplémentaires. Par conséquent, il récupéra son corps, mais la quantité de mana nécessaire pour invoquer un seul squelette était écrasante, ce qui fit paniquer Andreas. Cependant, en voyant le corps de Nickel se décomposer rapidement et prendre la forme d'un squelette, il sut que l'invocation avait réussi. Il reprit son calme, et la modification du système révéla qu'il avait invoqué un squelette légendaire, augmentant son niveau d'invocation de squelette de 1 à 3. De plus, le niveau du cadavre était extrêmement élevé, ce qui entraîna l'application de bonus de statistiques, le transformant en soldat squelette. Comme le niveau du cadavre était transcendant, il conservait une partie de sa conscience passée. Avec une telle progression, Andreas se sentit soulagé, cela dépassait ses attentes. Le squelette devint même d'un grade supérieur à un squelette ordinaire, et même ses traits étaient impressionnants. Et le trait de maîtrise l'étonna, penser qu'un squelette possédait un tel trait était vraiment choquant. Cependant, cela avait du sens, car la maîtrise était un état d'être au sommet ou à l'étape ultime de la compétence. Elle était accessible par l'effort et la croissance. Il ne faisait aucun doute que Nickel avait vraiment été un maître d'épée de son vivant. De manière inattendue, le squelette communiqua avec Andreas par la langue des signes, exprimant qu'il serait sous sa garde. Cela fit sourire Andreas, réalisant que le même sentiment s'appliquait à lui. Quelques instants plus tard, Andreas se retrouva de nouveau dans sa chambre d'étudiant, fixant l'appel. Il semblait qu'il restait encore environ 1 an avant la mort de Charon, et s'il voulait survivre, il y avait beaucoup de choses qu'il devait faire. Heureusement, même s'il laissait son habileté d'invocation tranquille, sa compétence continuait de monter. Quoi qu'il en soit, Andreas décida de laisser Nickel sortir de la pièce pour l'instant. Cependant, il réalisa rapidement que ce serait mauvais si quelqu'un le voyait dans son état actuel, alors il décida de l'habiller d'abord. Après quelques instants, Nickel avait l'air d'un homme neuf, et Andreas était convaincu que peu importe comment quelqu'un le regardait, Nickel semblait tout à fait humain. Surpris, Nickel commença à brandir son épée imaginaire, confirmant que la description de l'Easter Eggs était vraie. Il était mort pendant son entraînement, et il continuait à s'entraîner même s'il était mort. Mais c'était une bonne chose pour Andreas de toute façon. Alors, cela ne le dérangeait pas, et il laissait Nickel brandir son épée imaginaire quand il le voulait. Et puisqu'Andreas avait enfin trouvé un moyen de cultiver son trait de double navire, il demanda à Nickel de lui enseigner l'escrime. Après tout, qui mieux que le maître d'épée qui continuait à s'entraîner même dans la mort pour apprendre ?
Et ainsi, Nickel commença à enseigner à Andreas comment manier l'épée correctement. Tandis qu'Andreas essayait de suivre ses instructions, il remarqua que son corps grinçait comme jamais. Il ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissant envers Nickel de lui avoir appris comment gérer un corps comme celui-ci. C'était un peu comme avoir un maître aura fou comme professeur avec cette nouvelle connaissance. Andreas avait hâte de voir l'avenir. S'il était correctement enseigné, il serait capable d'utiliser à la fois l'aura et le mana, n'ayant plus besoin de choisir l'un ou l'autre. Après tout, il avait le trait de double cœur, qui lui permettait d'utiliser à la fois le mana et son cœur et son dentéan, même s'il savait que cela serait difficile à développer. Il croyait qu'une fois passé les premières étapes, il deviendrait plus fort que quiconque. Tout comme le grand empereur Edmund, celui qui a fondé l'Empire. Cependant, son train de pensée fut brusquement interrompu par une pincée de Nickel. Andreas fut surpris et demanda pourquoi il avait fait ça. Nickel expliqua qu'Andreas devait se concentrer car il était maintenant le professeur et qu'il serait en mode strict. Avant qu'Andreas puisse continuer à se concentrer, il se demanda comment la prise de Nickel pouvait être si forte alors qu'il n'était qu'un tas d'os. Après tout, il était membre des forces spéciales, donc l'entraînement physique devrait être un jeu d'enfant pour lui. Mais alors qu'il réfléchissait à cela, Nickel le piqua à nouveau, faisant crier Andreas une fois de plus. Plus tard, Andreas s'assit pour savourer une tasse de thé après sa séance d'entraînement, puisqu'il avait manqué les cours ce jour-là et avait laissé sortir Nickel. Il se demandait dans quelle mesure sa compétence en nécromancie avait augmenté. En ouvrant sa fenêtre système, il fut surpris de voir qu'elle avait augmenté d'environ 2 points en seulement 5 heures. Elle progressait plus rapidement que prévu, compte tenu du fait qu'elle aurait dû ralentir après avoir atteint le grade de débutant. Alors qu'il réfléchissait à cela, il réalisa que Charon ne l'avait pas appelé depuis un moment. Cependant, le vampire avait toujours la même apparence, alors Andreas supposa que Charon n'avait rien découvert. Le processus d'évolution prenait plus de temps que prévu, mais il supposait que tout se passait bien. Mais une fois de plus, son train de pensée fut interrompu, cette fois par Nickel qui s'entraînait sans relâche. Il balançait son épée en bois sans arrêt, et Andreas ne put s'empêcher d'admirer la détermination de Nickel, même s'il savait qu'en tant que squelette, il ne ressentait pas la fatigue. Avec cela, Andreas pensa que s'il avait des potions, il pourrait aussi s'entraîner tout en se soignant indéfiniment. Cependant, étant un gros fauché, il ne pouvait pas se les permettre. Mais s'il les fabrique lui-même, il peut probablement dépenser moins pour les avoir. Cependant, ce n'est pas aussi facile que dans le jeu, donc même s'il connaît les ingrédients nécessaires, il ne connaît pas le ratio spécifique. Et il ne serait pas sage de gaspiller ses ressources aveuglément comme un maniaque. Il en conclut donc qu'il vaut mieux pour lui d'assister d'abord à certains cours pour combler ses connaissances et avoir une meilleure chance de concocter une potion avec succès. Lorsque le jour suivant arriva, il se rendit directement à son cours. Mais avec sa simple présence, les autres pensaient du mal de lui, et il pensait cela car sa famille était déjà ruinée. Il n'était donc pas logique pour eux qu'Andreas continue d'assister à leur école. Néanmoins, Andreas se fichait de ce qu'il disait, alors il endurait, et il n'était pas là pour se faire remarquer après tout. Il passa donc tranquillement à sa place en évitant une certaine personne sans causer de remous. Peu après le début du cours, le professeur Vauban commença sa conférence sur les herbes médicinales intermédiaires. Andreas fut initialement soulagé de constater que les conférences semblaient correspondre au contenu et aux événements du jeu. Il attendait avec impatience la partie sur les taux de mélange, anticipant des informations familières. Cependant, son excitation se transforma en choc lorsque le professeur discuta d'une potion de renforcement physique avec de nombreux effets secondaires qui ne correspondaient pas aux connaissances d'Andreas issues du jeu. Perplexe, Andreas se leva et leva la main pour poser une question. Le professeur lui donna la permission, et Andreas demanda pourquoi le professeur n'avait pas inclus l'extrait de Honpichi et la matière de l'écorce des racines dans la potion. Sa question surprit tout le monde dans la salle. Cependant, son professeur s'avéra être un taré de naissance. Au lieu de fournir une réponse significative, il répondit avec moquerie, suggérant que s'il voulait ajouter cela, il devrait faire une soupe à la place, ce qui fit éclater de rire les autres étudiants aux dépens d'Andreas. Mais malgré les railleries, Andreas resta inflexible. Il savait que les ingrédients qu'il avait mentionnés étaient nécessaires pour créer un renforcement physique. Il supposa que peut-être cette recette avait été découverte. Pourtant, après l'incident, la conférence continua normalement, mais Andreas se sentit déçu. Il avait pris la peine d'assister au cours, pour se rendre compte que ses connaissances dépassaient ce qu'il avait appris là-bas. Il conclut qu'il serait peut-être préférable pour lui d'étudier seul. Après tout, il avait réalisé qu'il avait été fou d'attendre beaucoup du cours, mais il ne savait pas que sa question avait attiré l'attention d'un autre étudiant, quelqu'un qu'il avait activement essayé d'éviter. Quelques instants plus tard, dans le département de recherche des terrains de l'académie, Andreas se retrouva à lutter pour préparer des potions avec succès. Malgré la connaissance des recettes, il lui manquait une méthode fiable et continuait à échouer dans ses tentatives. De plus, le coût des matériaux était plus élevé que prévu,
et il craignait de faire faillite s'il continuait ainsi. Il ne put s'empêcher de penser à quel point ce serait bien si quelqu'un pouvait l'aider, mais il rejeta rapidement l'idée, croyant que personne ne prendrait la peine d'aider une personne aussi minable que Lawson lui-même. Andreas fut pris de court lorsque la porte s'ouvrit soudain, révélant une jeune fille aux cheveux blancs qui semblait le chercher. Sa présence le déconcerta. Pourquoi un personnage jouable était-il venu ici, et pas n'importe quel personnage jouable, mais le seul personnage jouable qui était un génie en préparation de potions, Lucia Everlast? C'était encore plus surprenant étant donné qu'Andreas savait qu'il ne devrait pas être associé à quelqu'un comme Lucia. Et maintenant, il ne pouvait que maudire sa malchance, car même s'il assistait aux cours sans rien en retirer, ses problèmes continuaient d'augmenter. Il savait que se rapprocher d'une personne qui le tuerait à l'avenir serait dangereux. Heureusement, il maîtrisait le riz négatif. Il décida donc de la laisser tranquille, espérant qu'en l'ignorant, elle finirait par partir. Mais les tactiques d'Andreas pour ignorer Lucia se révélèrent inefficaces, car elle continuait à interagir avec lui, montrant de la curiosité pour ses expériences. Il essaya de la repousser en prétendant que c'était un secret et en se détournant, mais Lucia ne se laissa pas décourager aussi facilement. Après tout, elle ne pensait pas qu'un garçon comme Andreas ferait le premier pas. Elle prit donc l'initiative et lui proposa d'étudier ensemble. Avant que vos pensées coquines ne s'emballent, parlons des rangs et du monde du grand péché dans ce monde où les talents et leurs rangs sont des facteurs importants. Et voici un fait amusant, plus le nom est court, plus le talent est puissant. Par exemple, le mouvement représente le niveau le plus élevé des capacités physiques, tandis que la maîtrise du mouvement serait un niveau en dessous. En parlant des rangs, il existe actuellement 5 rangs au total, allant du plus bas, pauvre, au sommet les rangs de génie tant convoités. Malgré ses meilleurs efforts pour la repousser, Lucia s'est montrée résiliente. Dans un retournement de situation inattendu, Lucia a pris l'initiative et lui a demandé s'ils voulaient étudier ensemble. Voyant qu'Andreas fut sans voix, Lucia l'a relancé, lui demandant s'il trouvait que c'était une bonne idée. Andreas a réalisé que refuser n'était peut-être pas nécessaire, mais il ne pouvait pas accepter sa proposition sans connaître ses véritables intentions. Il était certain qu'il y avait un motif caché derrière tout cela. Lorsqu'il a demandé à Lucia ce qu'elle voulait vraiment, elle a répondu qu'elle voulait simplement un partenaire de recherche. Elle croyait qu'Andreas avait un talent pour créer des choses incroyables et était impatiente de découvrir les médicaments qu'il pourrait concocter et qui n'existaient pas encore dans le monde. Cette révélation a laissé Andreas sans voix, car il n'avait jamais prévu cela et cherchait simplement à se soigner lui-même. Cependant, la connaissance de Lucia en matière de potions n'était pas seulement due à son talent. Elle souffrait d'une maladie grave que même les médecins et les pharmaciens célèbres ne pouvaient pas guérir. Elle n'avait d'autre choix que de l'étudier elle-même. Cette maladie lui avait été accordée par le système lui-même. Mais si quelqu'un n'était pas comme Andreas, qui avait beaucoup joué au jeu, il ne pourrait pas trouver le remède, car même Andreas ne connaissait pas le ratio exact. L'intelligence de Lucia était problématique pour Andreas car elle pourrait révéler sa véritable identité. Il semblait que Lucia avait entendu ce qu'Andreas avait dit en classe et l'avait cherché à cause de cela, mais ce dernier savait que s'impliquer avec elle de manière imprudente ne ferait qu'abréger sa vie. Il a donc fermement dit à Lucia qu'il n'était pas intéressé et qu'elle devrait partir. Mais elle attira son attention en mentionnant à haute voix l'autre ingrédient qu'il n'avait délibérément pas mentionné en classe. C'était le matériau principal que personne d'autre que lui ne devrait connaître. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle le savait intuitivement. À la vue de la tête que faisait Andreas, Lucia était sûre qu'il devait maintenant accepter de collaborer. Mais Andreas lui demande tout simplement de se retirer. Lucia ne semblait pas résignée et décide de le laisser y réfléchir. Bientôt, Andreas a commencé à douter. Quelques instants plus tard, il s'entraînait dans sa chambre avec son ami Nickel, en brandissant son épée en bois. Il ne pouvait s'empêcher de réfléchir profondément à la proposition de Lucia. Cependant, il restait convaincu d'avoir fait le bon choix, car les risques étaient trop élevés et il pensait pouvoir résoudre les problèmes lui-même. Le vrai problème était le manque d'argent, se dit Andreas. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, le bruit de l'épée de Nickel interrompit ses pensées, comme s'il le mettait en garde de se concentrer sur l'entraînement. Andreas admirait néanmoins la capacité de Nickel à sentir quand il n'était pas concentré. Après la séance d'entraînement, il aurait plus de temps pour réfléchir à sa situation. Plus tard, Andreas se retrouva dans les rues. La seule idée qui lui vint à l'esprit fut de demander de l'argent à sa sœur après qu'elle lui eut envoyé une lettre exprimant son manque. Cependant, il se souvint que l'Andreas précédent avait déjà fait la même chose. Il se sentit soudainement honteux, sachant que mendier de l'argent n'était pas la solution à ses problèmes, aussi désespéré soit-il. Pendant ce temps, Andreas attira l'attention d'une dame familière qui le connaissait déjà. Elle fut surprise de le voir porter un livre, car cela était inattendu de sa part. Elle supposa qu'il avait enfin trouvé la détermination de faire quelque chose, mais elle restait convaincue que sa personnalité médiocre ne pouvait pas être corrigée. Andreas remarqua également sa présence et décida de l'éviter délibérément. Elle n'était autre que Diane Alvan, la jeune magicienne de génie de la famille Alvan. Une autre personne qui pourrait facilement le tuer à l'académie.
Ils s'entendaient bien quand ils étaient enfants, mais les dettes de la famille Cromwell les ont séparés. Andreas pensa que demander de l'argent à sa sœur était la meilleure option pour l'instant. Plus tard, il arriva dans la capitale de Rolden et se dirigea vers l'endroit où sa sœur l'attendait. Elle l'accueillit chaleureusement et lui demanda ce qui s'était passé avec les nombreuses lettres qu'elle lui avait envoyées et auxquelles il n'avait pas répondu. Andreas s'excusa et exprima ses regrets de l'avoir fait travailler malgré le fait qu'elle soit une dame de la famille Alvin. Cela la surprit car ce n'était pas dans ses habitudes de dire quelque chose comme ça. Elle l'a rassuré en lui disant que ce n'était pas de sa faute et lui a demandé de ne pas être si dur envers lui-même. Sa véritable préoccupation pour lui, même après qu'il a eu profité de sa gentillesse, a fait se sentir pathétique et impuissant. Dans une tentative d'alléger l'atmosphère, Amy lui a demandé en plaisantant s'il avait encore besoin d'argent, mais elle avait déjà envisagé cette possibilité et en avait préparé pour lui. Elle lui a rappelé de ne pas le dépenser inconsidérément, et Andreas était reconnaissant. Il lui a promis qu'il la rembourserait certainement. En voulant récupérer l'enveloppe, elle a remarqué qu'il lui manquait quelque chose. Elle a interrogé Andreas sur sa bague, le prenant au dépourvu. Il a rapidement inventé une excuse, prétendant qu'il l'avait enlevée pour ne pas la perdre. Mais Amy n'était pas convaincue. Son expression choquée révélait que la bague avait une signification importante pour elle. Elle sentait la fausseté de ce qu'il la disait. Alors Andreas ne pouvait que s'excuser une fois de plus, incertain de ce qu'il devait faire. De manière inattendue, Amy s'est levée et lui a dit de partir, affirmant qu'elle ne voulait plus le voir. Andreas a été pris au dépourvu par ces paroles et a essayé de s'expliquer, mais Amy s'est enfui, lui ordonnant de ne jamais revenir et qu'il n'avait plus besoin de la rembourser. Leur relation fraternelle était rompue, et Andreas a réalisé à quel point la bague qu'il avait vendue devait être importante pour elle. C'était la première fois qu'il voyait Amy si en colère, et il se sentait misérable à l'intérieur. Il s'est fixé un nouvel objectif, récupérer la bague dès que possible. Exister sans but n'avait aucun sens pour lui, et il n'était pas heureux de survivre seul. Il était déterminé à tirer le meilleur parti de ce qu'il avait. Avec cela en tête, il a décidé d'accepter la proposition de Lucia. Quelques jours ont passé, Andreas et Lucia avaient déjà commencé leurs expériences de fabrication de potions, tandis qu'Andreas travaillait dur. Lucia semblait se laisser aller aujourd'hui. Cela mettait Andreas en colère, car il avait l'impression d'être le seul à fournir des efforts. Cependant, il y avait des moments où Lucia changeait de vitesse et accélérait les choses. Chaque fois qu'Andreas se heurtait à un obstacle, elle se réveillait de sa somnolence et le guidait avec une intuition précise, allant droit au cœur du problème. Andreas ne pouvait s'empêcher de l'admirer pour cela. Néanmoins, il ne faisait cela que pour l'argent, et travailler avec Lucia semblait être la meilleure solution. Avec quelques ajustements supplémentaires, la potion qu'Andreas brassait amicalement commença à se mélanger, et au lieu d'exploser, elle se transforma en un liquide lumineux et coloré. Ensuite, la fenêtre du système apparut devant Andreas, l'informant qu'il avait réussi à fabriquer une potion de renforcement physique de qualité intermédiaire. L'excitation monta en lui, et il se leva de sa chaise, réveillant accidentellement Lucia au passage. Un sourire se dessina sur le visage d'Andreas, car cela avait enfin fonctionné. L'expérience de la potion était maintenant terminée. Étonnamment, une autre fenêtre du système apparut, lui indiquant le talent qu'il venait de recevoir, la capacité à brasser des potions, et qu'elle pouvait évoluer, avec une probabilité d'évolution de 32%. Andreas réalisa qu'il pouvait désormais évoluer des traits, ce qui signifiait qu'il pouvait essentiellement faire évoluer n'importe quoi si les conditions étaient réunies. La probabilité de 32% était inférieure à celle de l'évolution du vampire. Ainsi, il décida de patienter pour le moment. Pendant ce temps, Lucia était aux anges grâce à la potion incroyable qu'il venait de concocter, apparemment sans effet secondaire et utilisable au quotidien. Elle était impatiente de soumettre une demande au comité d'examen des potions immédiatement. Andreas, cependant, choisit de ne pas l'accompagner, convaincu qu'elle pouvait gérer cette étape puisqu'il avait déjà fait la majeure partie du travail. En réponse, Lucia lui assura qu'elle s'en occuperait avec joie, même si les examens de mi-session commençaient le lendemain. Observant son attitude pleine d'énergie, Andrea réalisa qu'elle avait été intentionnellement nonchalante. Pendant ce temps, loin en dessous, dans le donjon souterrain, Angela Lucifer était allongée sur le sol, pensant à Andreas, la personne responsable de son état actuel. Il semblait qu'elle était encore en pleine évolution, avec environ 15 jours restants avant son achèvement. Cependant, Angela ne pouvait pas voir la fenêtre du système, alors elle se demandait ce qu'Andreas lui avait fait. Son corps entier brûlait de douleur, et elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette souffrance. Malgré tout, elle attendait avec impatience la fin de l'évolution. Le lendemain, c'était le moment des évaluations de mi-session. Tous les étudiants de l'académie montèrent à bord du train pour atteindre le lieu d'évaluation. Pendant le voyage, Andreas saisit l'occasion de lire un livre et d'élargir ses connaissances. Il pouvait se détendre sans s'inquiéter pour Lucia car il savait qu'elle réussirait facilement le premier examen. Une fois le premier examen terminé, viendrait la tour magique, où se déroulerait la dernière partie. Andreas s'était entraîné assidûment, ce qui avait considérablement amélioré son escrime et sa nécromancie.
tant qu'il réussirait les examens de mi-session, tout irait bien. De plus, l'évolution du vampire était presque terminée, il prévoyait donc de vérifier son état par la suite. Il croyait que s'il fournissait une excuse à son retour, il serait probablement acceptable pour lui de lui rendre visite. Pendant ce temps, alors qu'Andreas s'occupait de ses affaires, la fille devant lui entama une conversation avec Diane, assis à côté d'elle. Elle lui demanda ce qu'elle pensait des examens de mi-session cette fois-ci, étant donné que les groupes et les demandes seraient aléatoires, la fille exprima l'espoir que si elle avait de la chance, ce serait un jeu d'enfant. Diane répondit que cela ne devrait pas importer avec qui elle serait à parier, mais la fille blonde avait une opinion différente. Elle croyait que ce ne serait pas si simple, car ce serait difficile pour elle si elle se retrouvait dans le même groupe qu'Andreas. Cependant, en y regardant de plus près, Andreas avait l'air d'un véritable étalon en ce moment, sa chemise ne pouvant à peine contenir ses muscles, ce qui surprit instantanément Diane car elle ne s'attendait pas à ce qu'Andreas cache un tel pain sous sa cape tout ce temps. Peu après, le personnel les alerta qu'il ne leur restait qu'une minute avant leur arrivée à la gare d'entraînement d'Orklan. Alors que le train s'arrêtait, le professeur leur donna l'instruction de débarquer et ils suivirent son ordre avec empressement. Maintenant rassemblés, le professeur expliqua le processus pour les examens de mi-session à venir. Comme mentionné précédemment, les examens se dérouleraient en groupes composés de membres aléatoires. Chaque groupe serait composé de 3 étudiants du département des guerriers, d'un étudiant du département de la magie et d'un superviseur. Les groupes auraient jusqu'à lundi pour accomplir leurs tâches assignées, les instructions étant délivrées, le professeur souhaita bonne chance à tous les participants et procéda à l'annonce des groupes quelques instants plus tard. Andreas ne put s'empêcher de maudire sa situation malheureuse dans cette académie remplie d'innombrables méchants, il se retrouva dans un groupe avec non pas un, mais 2 d'entre eux. Le premier est un joueur qui a combattu le fanatique du culte Azargapri, et l'autre est le meurtrier indiscriminé de l'académie, Vivian la lunatique. On aurait dit que sa chance était vraiment celle d'un personnage minable. Notre protagoniste était perdu dans ses pensées quand quelqu'un l'appela soudainement, et il se retourna pour voir un gars aux cheveux bleus se présenter comme Christopher, un membre du même groupe qu'Andreas. Christopher regarda Andreas avec dégoût, non pas à cause de ses antécédents familiaux, mais parce qu'Andreas semblait s'entraîner comme un guerrier au lieu d'embrasser son rôle de magicien. Dégoûté, Christopher s'approcha d'Andreas pour le prévenir de ne pas se mettre en travers de son chemin. Andreas, ne voulant pas attirer d'attention inutile, décida de laisser passer. Heureusement, leur atmosphère hostile fut perturbée par un autre membre de leur groupe mal assorti, qui se présenta de manière fantaisiste, essayant de détendre l'atmosphère avec un sourire amical. Pendant ce temps, Viviane, avec son expression froide, se présenta plus en détail, ajoutant à l'atmosphère tendue un peu de morose. Maintenant, avec les 3 méchants réunis, Andreas ne pouvait pas se débarrasser de son malaise intérieur. Pour aggraver les choses, leur groupe avait également un superviseur qui ressemblait à un chevalier de la pègre. On peut dire en toute sécurité que c'était le pire groupe jamais assemblé. Andreas ne pouvait que regarder impuissants ces personnages malheureux s'affronter les uns les autres en raison de leur composition inadaptée. Alors que le professeur observait que tout le monde avait rencontré ses groupes respectifs, il leur informa qu'ils devaient maintenant collecter les demandes spécifiques qui leur étaient assignées. Il leur rappela de faire de leur mieux pour revenir en vie. Cependant, compte tenu du groupe d'Andreas, il ne put s'empêcher d'avoir de sérieux doutes sur leurs chances de survie. Quelques instants plus tard, Andreas et son groupe étaient à bord du train, se dirigeant vers leur destination de mission. Alors qu'ils étaient assis sans rien faire, leur superviseur, Ivy Claire, saisit l'occasion pour se présenter formellement comme la superviseure du groupe 9. Avec cela réglé, elle passa à leur montrer la tâche qui avait été assignée à leur groupe. À l'examen plus approfondi, il semblait qu'ils devaient enquêter sur un village dans le territoire du baron Boloric. La rumeur disait que le seigneur du village de Trim avait été assassiné, et même un enquêteur mercenaire envoyé il y a 2 semaines avait disparu. L'urgence de la situation exigeait une enquête immédiate. Après avoir lu les détails, on leur demanda s'ils avaient des questions. Cependant, son comportement laissait clairement entendre qu'elle ne voulait pas être dérangée, comme si elle disait silencieusement « et c'est moi et je te dézingue ». Ainsi, sans poser d'autres questions, le groupe s'abstint de demander quoi que ce soit. Andreas ne put s'empêcher de remarquer qu'Ivy semblait beaucoup plus agressive que son homologue du jeu, au-delà du fait qu'elle deviendrait la plus jeune maîtresse d'Aura dans un proche avenir, on en savait peu sur son caractère. Ses compétences étaient réelles, mais Andreas craignait que sa personnalité puisse compliquer les choses. Alors qu'il réfléchissait à cela, Ivy décida de s'en prendre à lui également, ayant entendu dire qu'il jouait récemment en tant que chevalier, ce qui est très insultant à son égard. Alors elle lui demanda s'il connaît au moins un sort de lévitation. Cependant, Andreas en avait assez que les autres le sous-estiment, et il riposta avec des remarques en toute finesse. Il lui rappela qu'il ne voulait pas entendre de tels commentaires de la part de quelqu'un qui devait mâcher de la viande séchée pour garder son calme. La tension dans l'air monta brièvement. Heureusement, rien d'autre ne se produisit. Enfin, le groupe arriva à destination, prêt à se lancer dans leur enquête. Mais en posant les yeux sur les lieux, ils ne purent s'empêcher d'être surpris. Un château d'une telle grandeur n'était pas ce à quoi ils s'attendaient d'un simple baron.
Néanmoins, ils avaient un travail à faire, alors ils entrèrent dans le château et rencontrèrent le baron Boloric, qui leur fournit volontiers une brève explication de la situation. Une fois que le baron eut fini de jacasser, Ivy le remercia pour les détails et avant qu'il ne puisse approfondir la question, le majordome interrompit en informant le baron de questions urgentes. Andreas, toujours sceptique, les observa de près. Comme prévu, le baron s'excusa promptement, prétendant qu'il devait s'occuper de quelque chose d'important. Avec le départ du baron, le majordome s'excusa pour leur impolitesse apparente et leur départ abrupt. Il expliqua que le jeune maître du baron était malade, ne leur laissant d'autre choix que de s'occuper de ses besoins. Ivy, comprenant la situation, rassura le majordome en lui disant que tout allait bien, car ils avaient déjà rassemblé toutes les informations nécessaires. Ils précisèrent qu'ils partiraient bientôt et assurèrent au majordome qu'ils ne causeraient pas d'autres désagréments. Et avec cela, ils quittèrent le château. Bien qu'Andreas ne puisse se débarrasser de ses soupçons persistants à leur égard. Après leur retour de la voiture, Ivy exprima sa gratitude à Christopher pour le bon travail accompli et pour avoir veillé sur l'équipement. Cela étant réglé, le groupe se rassembla à l'extérieur du château avant leur départ. Ivy saisit l'occasion pour engager une conversation avec Andreas, partageant ses observations sur le comportement du baron. Elle ne put s'empêcher de remarquer le calme inhabituel du baron malgré la disparition de son neveu. On se demandait si c'était la raison pour laquelle Andreas insistait pour partir immédiatement. Andreas confirma ses soupçons, soulignant plusieurs facteurs qui semblaient suspects. L'histoire fabriquée sur les enquêteurs disparus qui ont perdu le contact, l'absence d'enquête de suivi malgré un mois entier écoulé et l'attitude particulière du majordome suspect étaient autant de signaux d'alarme. Il était évident que le majordome n'était pas satisfait de leur décision de partir immédiatement. Il avait même essayé de suggérer qu'ils se reposent et partent le lendemain, mais ils avaient décliné son offre. La déception du majordome était indéniable. Leur anxiété était palpable, leur tremblement, leur respiration laborieuse et leur comportement laissaient entendre que quelqu'un cachait quelque chose. Leurs soupçons grandissant, ils savaient qu'il y avait plus à cette mission qu'il n'y paraissait. Ils décidèrent à l'unanimité de se diriger directement vers le village de Trim sans délai, car ils étaient certains que la vérité les attendait. Et ainsi, ils se mirent en route pour leur voyage. Quelques instants plus tard, le groupe était toujours dans la voiture, se dirigeant vers leur destination aussi vite qu'ils le pouvaient. N'ayant rien d'autre à faire, Christopher a demandé quel était leur plan après leur arrivée au village et a suggéré de trouver un endroit où séjourner. Ivy, cependant, n'était pas d'accord, soulignant que l'enquête devrait être une priorité. Ils devaient commencer par examiner le château du propriétaire en premier, car même si toute l'affaire était louche, tout ce qu'ils pouvaient faire pour le moment était de le vérifier directement. Alors qu'ils continuaient leur conversation, Andreas a soudainement ressenti une étrange sensation dans sa manière qui devenait plus forte à mesure qu'il se rapprochait du village. Perplexe, il se demandait ce qui lui arrivait. Avant qu'il ne puisse trouver de réponse, la voiture a commencé à trembler de manière incontrôlable. Avec cela, Christopher est allé ouvrir le côté de la fenêtre et a demandé au cocher ce qui se passait avec leur voiture. Mais dès qu'il a vu le cocher, un choc a rempli son visage alors qu'il témoignait du cocher battant incontrôlablement la viande du cheval et bavant partout comme un maniaque. Il est donc devenu évident que le cocher était sous l'influence d'une substance, faisant voyager la voiture à une vitesse alarmante. Sans hésitation, Christopher a informé ses coéquipiers de la situation. Et comme on pouvait s'y attendre d'Ivy, le superviseur de l'équipe a rapidement élaboré un plan et a donné un coup de pied à la porte pour évaluer leurs chances de s'échapper. Malheureusement, il était déjà trop tard pour sauter en sécurité. Elle a immédiatement averti tout le monde de se préparer à l'impact, sachant qu'ils étaient sur le point de s'écraser dans la porte principale. Comme à son avertissement, la voiture s'est écrasée à pleine vitesse, atterrissant au centre du village. Mais malgré le chaos qu'ils ont causé et le corps sans vie du cocher gisant sur le sol, les villageois semblaient impassibles, continuant leur danse comme s'ils étaient également sous l'influence d'une substance. Le groupe a rapidement réalisé que ce comportement bizarre était répandu dans toute la ville. Christopher s'est tourné vers Andreas, s'attendant à des réponses sur ce qui arrivait aux villageois comme l'image. Andreas devrait avoir quelques idées et comme il s'y attendait, Andreas était confiant dans sa conclusion et croyait que c'était plus qu'une simple anomalie et le fait que son mana réagissait indiquait la présence de magie noire. Peu de temps après, un enfant sous l'influence de la magie noire les a attaqués. Heureusement, ils ont rapidement désactivé ses mouvements. Ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer que cet enfant possédait une force extraordinaire bien au-delà de ce qu'un enfant normal aurait. Et puisqu'il avait dansé toute la journée, ses pieds étaient visiblement usés par tout le mouvement. Maintenant, le groupe est certain qu'ils ont affaire à la malédiction. Cependant, ce qui est particulier, c'est que le propriétaire a disparu depuis environ un mois. Si les villageois dansaient sans arrêt depuis, ils auraient dû mourir d'épuisement il y a longtemps. Il devient évident que quelqu'un prend soin d'eux, s'assurant qu'ils ne rencontrent pas leur destin. Après avoir réalisé cela, ils comprennent qu'ils se sont involontairement empêtrés dans quelque chose de problématique. Alors qu'Andreas contemplait la situation, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir que la version précédente de lui-même n'était pas morte dans ce jeu.
Donc, s'ils avaient suivi la suggestion du majordome et s'étaient reposés au château, le baron aurait probablement couvert la situation. Cependant, puisqu'ils sont arrivés au village rapidement, tout a changé. Ils ont été entraînés dans une situation périlleuse. Il semble que le mana qu'il a ressenti est à un niveau similaire à celui de Charon, mais ne comprend pas comment une personne aurait pu l'utiliser à cette échelle. Alors qu'il s'immerge plus profondément dans ses pensées, Andreas réalise la possibilité que le coupable utilise un artefact pour y parvenir. Alors qu'ils envisageaient leurs prochaines étapes, Christopher a remarqué le silence soudain d'Andreas et n'a pas pu résister à demander si quelque chose n'allait pas, ce à quoi Andreas a avoué qu'ils avaient très peu d'indices à exploiter pour le moment, soulignant la nécessité de fouiller soigneusement la maison du propriétaire pour toute information précieuse. Avec cela, ils ont conclu que c'était le choix logique à faire, alors le groupe s'est dirigé vers le manoir. Cependant, à leur approche, une scène macabre a accueilli leurs yeux, un site qui ne pouvait être décrit que comme si le barbecue avait mal tourné. Les corps des âmes malheureuses étaient attachés et brûlés jusqu'à ce qu'ils soient croustillants, tels des briquettes de charbon de bois. Découragés par le spectacle macabre, ils ont continué à avancer avec une détermination inébranlable. Ensuite, Ivy, affichant sa signature d'audace, a donné un coup de pied dans la porte, révélant un intérieur hanté. D'innombrables corps sans vie jonchaient le sol, leur présence créant une atmosphère effrayante. À y regarder de plus près, les yeux de Christopher ont aperçu un corps portant la tenue de l'équipe d'enquête de l'Empire, et il semblait qu'une quantité considérable de temps s'était probablement écoulée depuis que ces individus avaient rencontré leur mort prématurée. Alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, Andreas ne pouvait s'empêcher de partager une théorie audacieuse avec le groupe. Il a suggéré qu'ils ne seraient peut-être pas en mesure de résoudre ce mystère par eux-mêmes, car, sur la base de leur découverte jusqu'à présent, ils croyaient qu'un mage noir était derrière tout cela. Ivy, confuse par cette hypothèse, a demandé à Andreas les motifs de sa théorie. Andreas a expliqué qu'il avait senti quelque chose de louche avec les émotions des gens dans le village. C'était comme si quelqu'un manipulait leurs émotions et les exploitait pour la puissance magique. Et après tout, les émotions humaines étaient la force motrice derrière la magie noire. Cela l'a amené à spéculer que le propriétaire avait probablement été tué parce qu'il aurait posé un obstacle à la magie noire. Les plantes et les corps brûlés à l'extérieur du manoir semblent faire partie d'un rituel de magie noire sinistre. Mais ce n'était que des hypothèses, alors Ivy a conclu qu'il découvrirait finalement la vérité en capturant les coupables. Par conséquent, elle a rassemblé tout le monde et ordonné une recherche approfondie de chaque coin et recoin du manoir. Avec cela, le groupe a soigneusement parcouru chaque pièce, déterminé à trouver des indices qui éclaireraient la situation. Cependant, malgré leurs efforts, ils sont revenus les mains vides. Ils n'avaient même pas trouvé le cadavre du propriétaire. Alors qu'ils poursuivaient leur enquête, leur attention a été attirée par les villageois contrôlés par l'esprit qui se rassemblaient à l'extérieur du manoir. C'était comme s'ils attendaient que le groupe entre dans le bâtiment. Cette réalisation leur a envoyé un frisson dans le dos alors qu'il devenait clair que le coupable faisait enfin un mouvement. Alors que la situation prenait un tournant soudain, ils sont retournés vers leur superviseur à la recherche de conseils sur leur prochaine étape. Il était évident qu'ils devaient arrêter leur recherche et quitter le bâtiment. Ivy a commandé Hazard de trouver une voie d'évacuation, et il a immédiatement agi. Cependant, étonnamment, des hordes de villageois sans esprit ont sprinté vers eux rapidement, atteignant le 2e étage du manoir, prenant Hazard au dépourvu. Juste au moment où il semblait que tout espoir était perdu, Christopher est venu sauver Hazard au moment opportun, sauvant son fessier du danger imminent. Le groupe était sur le point de se mettre en formation lorsque quelque chose d'inattendu s'est produit. Les villageois ont commencé à gonfler exponentiellement et avec une explosion assourdissante, ils ont éclaté, blessant Christopher là où il se tenait. Alors que Christopher gisait sur le sol, Andreas a été témoin de la scène traumatisante qui se déroulait devant lui, déclenchant son SSPT de sa vie antérieure. Paralysé par la peur, il s'est trouvé incapable de bouger, haletant frénétiquement et paniqué. Heureusement, Ivy et les autres ont rapidement reconnu que quelque chose n'allait pas avec Andreas et se sont précipités à son aide, l'ont aidé à se relever et l'ont guidé hors du manoir, optant pour sortir par une fenêtre pour s'échapper. Cependant, les villageois acharnés ont poursuivi sans relâche le groupe. Tandis qu'Andreas reprenait ses esprits, il a activé son pouvoir, appelé la Grèce pour entraver l'avancée des villageois. Mais puisqu'Andreas était toujours dans un état de panique, il a également utilisé une autre compétence sans considérer son stock de mana. Avec cette idée, Ivy a remis en question ses actions, lui rappelant de ne pas utiliser son mana de manière irréfléchie, et plutôt de se concentrer sur la localisation du mage noir. Andreas était convaincu qu'il pouvait faire exactement cela. Puisque le mage noir utilisait son mana si ouvertement, il a donc activé sa capacité de détection de mana, balayant chaque coin du village et comme prévu, il a détecté l'emplacement du mage noir, il a donc rapidement informé Ivy d'un emplacement pour lequel elle était reconnaissante, et ils s'y sont rendus à une vitesse fulgurante. En même temps, les coéquipiers d'Ivy ont eu du mal à suivre sa vitesse incroyable. En un rien de temps, ils arrivent à l'emplacement désigné tandis que le coupable les observait simplement de l'autre côté d'une fenêtre et sans hésitation, Ivy a donné un coup de pied dans la porte et est entré dans la pièce.
Soudain, une barrière s'est matérialisée, séparant Ivy de ses coéquipiers. Il est devenu clair que c'était un piège depuis le début. Pour aggraver les choses, Ivy s'est retrouvée piégée dans son traumatisme le plus profond, confrontée à l'image d'un frère décédé depuis longtemps. Alors que cet événement se déroulait, Andreas s'est trouvé incapable de briser la barrière tout seul car c'était au-delà de son pouvoir. Étonnamment, une voix inattendue a résonné, exprimant sa pitié pour la façon dont il s'était retrouvé piégé, comparant leurs difficultés à des papillons attirés par une flamme. Et en un instant, la barrière englobait tout le village, et la voix a continué, lui disant qu'il n'y avait pas besoin de se presser, puisque tout était ordonné par Dieu. Tout en exhortant Andreas à embrasser le nom de la paresse et la gloutonnerie. Cette révélation a surpris Andreas, le laissant se demander pourquoi ce nom apparaissait maintenant. Et il était cette surprise parce que le titre de ce jeu est le grand péché. Et à partir de la paresse, les 7 péchés capitaux ont été séparés du corps principal, le Codex Apocalypse. Et en les collectionnant tous, quelqu'un peut invoquer le dernier boss. Ce sont les éléments les plus importants pour l'histoire. Mais ce qui a intrigué Andreas, c'est pourquoi le nom a été mentionné ici à la campagne, un endroit qui n'apparaissait même pas dans l'histoire principale. Avec ces nouvelles connaissances, Andreas a compris qu'il ne pouvait pas relever ce défi seul, il a donc décidé de s'associer aux autres pour le moment. Après tout, affronter un ennemi redoutable comme celui derrière la barrière nécessitait un travail d'équipe et la force du nombre. Mais alors qu'Andreas s'approchait de ses coéquipiers, il ne pouvait s'empêcher de remarquer Vivian devenir fou, tranchant les villageois sans discernement. Innocent ou non, perplexe, il s'est tourné vers Hazard et a demandé ce qui n'allait pas avec Vivian, ce à quoi Hazard admit qu'il était tout aussi perplexe, car c'était la première fois qu'il la voyait se comporter ainsi. Pendant que Hazard lui expliquait les choses, Andreas a réalisé qu'il ne pouvait vraiment pas faire confiance à ce type. Après tout, laisser un allié blessé se débrouiller seul en disait long sur son caractère. Cependant, la situation dégénérait, Andreas a donc décidé de jouer le jeu avec le rusé Hazard. Soudainement, la voix qui avait hanté Andreas a continué de les réprimander pour avoir tué des villageois innocents, ce qui a surpris Andreas car c'était la première fois qu'il entendait une voix qui résonnait dans les airs. Alors, Hazard a demandé à Andreas ce qui se passait, ce à quoi Andreas lui a expliqué que c'était probablement le mage noir derrière tout cela, et qu'ils étaient probablement près du superviseur Ivy. Et comme le bâtard dangereux l'a vu, il voit l'occasion de faire une excuse, prétendant être préoccupé par la sécurité d'Ivy comme un moyen de se séparer du groupe et de se cacher en toute sécurité. Pourtant, Andreas a vu à travers les véritables intentions de Hazard, trouvant son comportement trop évident. Néanmoins, il s'est dit que c'était mieux que d'être trahi ouvertement. Ainsi, il a permis à Hazard d'aller auprès d'Ivy tandis qu'il s'occuperait de la situation actuelle. Pourtant, les choses ne semblaient pas bonnes car Vivian continuait à déchaîner sa colère sur les villageois, comme s'il lui devait de l'argent. Andreas savait que la magie noire la rendait folle et qu'un mauvais mouvement pourrait facilement l'entraîner dans le chaos. Ainsi, il a abordé la situation avec la plus grande prudence. Soudainement, un essaim de villageois a encerclé Vivian, prêt à attaquer de tous les côtés. Andreas s'est préparé, inquiet qu'elle ne puisse éviter leur assaut. Cependant, ses inquiétudes ont été rapidement dissipées car Vivian n'a pas seulement évité leurs attaques, mais a également lancé une puissante contre-attaque, empalant les villageois ensemble comme une brochette de kebab. C'était une impressionnante démonstration de ses compétences de combat. Avec ce tournant inattendu des événements, le coupable n'a pas pu résister à l'opportunité de se révéler, se rendant compte que les actions de Vivian n'étaient pas conformes à ses plans. Et maintenant, se tenant devant Andreas, il le nargue, demandant ce qu'il prévoit de faire ensuite. Maintenant qu'il est tout seul et abandonné par son seul compagnon indemne. Andreas maintient son sang-froid et répond calmement qu'il se fiche des actions de Hazard, puisqu'il ne s'attendait à rien de sa part de toute façon. Amusé par le calme remarquable d'Andreas, le coupable fait une remarque à ce sujet. Andreas, avec un sourire malicieux, explique qu'il pensait juste qu'il était temps que le boss fasse son entrée. Après tout, chaque bonne aventure a besoin d'une rencontre dramatique avec le boss pour pimenter les choses. Pourtant, l'homme masqué est perplexe quant à l'origine de cette confiance inébranlable d'Andreas. En reconnaissance de son courage, l'homme masqué décide de lui donner un test de sa propre initiative. Et tout comme l'homme masqué l'avait dit, une aura sombre entoure Andreas, l'enveloppant complètement. Soudain, il se retrouve dans un royaume rempli d'étoiles, et son corps commence à se désintégrer. Confus et désemparé, Andreas ouvre les yeux pour se retrouver de nouveau sur le champ de bataille dans son corps précédent. Il lui vient à l'esprit que tout ce qu'il a vécu en tant qu'Andreas n'était qu'un rêve, mais il n'y a pas le temps d'y penser. Alors que les attaques impitoyables de l'ennemi continuent, le forçant à se concentrer sur la survie alors qu'il traverse le champ de bataille, il repère une silhouette familière, le laissant sous le choc. C'est son camarade Shoei au bord de la mort. Alors, sans hésiter, il s'est précipité à son aide déterminé à sauver son frère d'armes. Alors qu'il tient Shoei, une fusion de souvenirs inonde son esprit, entrelaçant les traumatismes de son moi passé avec son existence actuelle. Parmi les souvenirs, il s'est souvenu du visage de son père et de la façon dont il lui a conféré l'anneau de famille car tant qu'il l'a, il sera reconnu comme le véritable seigneur du ménage Cromwell. Et dans son dernier souffle, il dit à Andreas de ne plus être accablé par ce père dur et d'être simplement heureux avec Amy.
Avec cette révélation soudaine, Andreas sait exactement quoi faire, il se libère donc du domaine dans lequel l'homme masqué l'avait piégé, laissant l'homme masqué sous le choc. Puisque l'homme masqué croyait qu'il était presque impossible d'échapper à sa malédiction de paresse, il a donc demandé avec empressement à Andreas comment il avait réussi à le briser. Mais Andreas ne pouvait se soucier moins d'entretenir les questions de l'homme masqué, puisqu'il en a assez de tous les tours et jeux, parce que pour lui, la malédiction de paresse de l'homme masqué n'est rien de plus qu'une tentative pathétique d'exploiter ses propres traumatismes. Ou peut-être est-ce simplement parce que les capacités de l'homme masqué sont tout simplement insuffisantes. Cela déclenche l'homme masqué, car il ne peut pas croire que ce gamin a l'audace de prétendre que c'est un problème de compétence. Il invoque donc sa lance et attaque Andreas. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la synchronisation entre Andreas et son corps précédent a été achevée. Par conséquent, Andreas a acquis son talent de combat de sa vie antérieure, atteignant un niveau exceptionnel. Ainsi, Andreas esquive sans effort l'attaque de l'homme masqué, frappant une corde sensible chez son adversaire. Andreas double sa provocation, demandant à l'homme masqué ce qu'il prévoit de faire ensuite. Et enragé, l'homme masqué lance sans discernement une rafale d'attaques alors qu'Andreas les esquive calmement sans transpirer. Cependant, même si l'homme masqué n'est pas particulièrement fort, Andreas se rend compte qu'il ne peut pas mettre fin à cette confrontation sans utiliser sa nécromancie. Après tout, cela devrait aller puisque personne ne regarde, donc Andreas active sa capacité d'invocation de squelette, mais avec seulement 9 corps levés sur les 23 détectés, cela ne répond pas à ses attentes. Néanmoins, c'est suffisant pour gérer le faiblard qui se tient devant lui. En même temps, les yeux de l'homme masqué se remplissent de choc alors qu'il se rend compte qu'il fait face à un nécromancien. Cette révélation ne peut signifier qu'une seule chose. Andreas est affilié à la congrégation, l'infâme organisation de magie noire. Voyant la méprise de l'homme masqué sur son identité, Andreas décide de l'utiliser à son avantage. Après tout, un peu de malentendu peut être un outil puissant pour secouer son adversaire. Avec cette idée en tête, Andreas révèle à l'homme masqué qu'il a été chargé de la tâche importante de récupérer la page de la paresse au nom de la congrégation. Cette déclaration a rendu son adversaire frénétique car cela a rendu la bataille plus personnelle qu'elle ne l'est. L'homme masqué utilise donc tout ce qu'il a dans son arsenal pour tuer à la fois les squelettes et Andreas. Cependant, Andreas, étant maintenant plus concentré et plus habile au combat, bloque rapidement l'attaque avec son bouclier de terre. Et avant que l'homme masqué ne puisse lancer une autre attaque, Andreas a invoqué Nickel pour une contre-attaque surprise. Ainsi, alors que l'homme masqué lance une autre frappe, Nickel se révèle et annule sans effort l'attaque de l'homme masqué. Cela laisse l'homme masqué incrédule qu'un simple squelette ait été capable de couper à travers sa lance sombre. Se rendant compte qu'il ne peut pas vaincre Andreas avec ses compétences seul, l'homme masqué sort la page de la paresse et l'utilise pour entraver les progrès de Nickel. Il a invoqué plusieurs mains sous son commandement, déterminé à mettre fin rapidement à la bataille. Alors que la bataille s'intensifie, Nickel s'avère hautement capable de repousser les attaques de l'homme masqué, tandis qu'Andreas démontre des réactions rapides et des esquives habiles, réussissant à éviter toute l'offensive. Eh bien, tant que c'est seulement à cette vitesse. Cependant, juste au moment où ils pensent avoir vu les attaques les plus rapides de l'homme masqué, il révèle qu'il peut aller encore plus vite. Alors qu'il lutte pour esquiver, Andreas remarque que l'homme masqué a également du mal à contrôler sa vitesse, indiquant qu'il n'a pas encore complètement maîtrisé le pouvoir de la paresse. Avec cette réalisation, Andreas décide d'exploiter l'angle mort de l'homme masqué et de le frapper. Il se précipite donc à l'aide de Nickel. Mais malheureusement, l'attaque de l'opposant les surpasse, laissant Andreas le dernier debout, luttant pour reprendre son souffle. Frustré, Andreas maudit l'homme masqué d'avoir tué son squelette le plus précieux. Avec cela, l'homme masqué est convaincu qu'Andreas n'a plus rien dans son arsenal et prévoit avec confiance de le tuer, l'envoyant au même endroit où se trouve le squelette. Cependant, ce que l'homme masqué ignorait, c'est que pendant qu'il était entièrement concentré sur l'attaque d'Andrea, Nickel était silencieusement apparu derrière lui. Et dans un mouvement rapide et précis, Nickel a tranché l'homme masqué en deux comme un couteau à travers du beurre, tandis que l'homme masqué réalise enfin qu'il a été trompé. Mais il est trop tard car son corps se divise parfaitement en deux. Pendant ce temps, Andreas se tenait debout, ses talents d'acteur méritant une performance digne d'un Oscar. Lorsqu'Andreas eut remporté la bataille et se tint sous les lunes bleues, il ne put s'empêcher de repenser au moment où il s'était demandé qui pouvait se cacher derrière le masque du mage noir. Il regarda en bas le corps sans vie du mage noir tandis que Nickel se tenait à ses côtés, l'épée tachée de sang. Jamais dans sa vie il n'avait imaginé que ce serait le majordome du baron qui pratiquerait la magie noire. De cette révélation, il déduisit que le baron devait être impliqué d'une manière ou d'une autre. À côté du corps du majordome gisait le cube de paresse enveloppé dans de la magie dorée. Andreas ramassa le cube et une fenêtre de système l'informa que son taux de récupération de mana avait été augmenté de 321 car il avait obtenu le 7e côté du code de l'Apocalypse. Alors qu'il regardait le cube, Andreas se demanda ce qu'il pourrait en faire, car il ne pouvait pas simplement se promener avec un tel objet rare. Il jeta également un coup d'œil à Nickel et réalisa qu'il était toujours là. Il remit le cube à Nickel, lui demandant d'en prendre soin. Puis il rangea Nickel dans le stockage d'invocation, avec l'intention de réfléchir plus tard à ce qu'il ferait avec la file d'attente.
Andreas regarda à sa gauche et vit la même barrière qui l'entourait actuellement, se demandant pourquoi elle était toujours là, même si le mage noir avait été vaincu depuis longtemps. Peu importe que Viviane, qui était piégée dans la barrière, puisse se libérer ou non. Cependant, il se demanda comment il expliquerait aux autres comment il avait réussi à s'échapper de la barrière et à vaincre le mage. Il ne pouvait pas leur dire qu'il l'avait fait en utilisant la magie noire. Il toucha la barrière et réalisa qu'elle était différente de celle dans laquelle il se trouvait. Soudain, il ressentit une forte traction et fut complètement aspiré dans la barrière disparaissant en elle. Une petite fille douce aux cheveux verts cria de panique et trembla sur le sol. Elle cria à nouveau lorsque la chaise devant elle bougea. L'esprit d'Andreas était assis sur la chaise et il demanda à la petite fille si elle était Viviane Belcan. La petite Viviane était complètement déconcertée et cria à nouveau, se demandant si c'était un fantôme ou un démon. Parlant depuis la chaise, Andreas lui dit que ce n'était ni un fantôme ni un démon qui lui parlait. Cependant, cela ne calma pas beaucoup Viviane, et elle cria à nouveau de panique. Andreas lui dit qu'il était une bonne fée qui était venue la sauver. Cela la rassura initialement, et elle regarda la chaise avec interrogation et incrédulité. Andreas, tout aussi perplexe face à la situation, trouva agréable d'être maintenant à l'intérieur de la barrière pour aider Viviane à s'en libérer. Mais il ne savait pas exactement ce qu'il faisait. La première chose qu'il vit lorsqu'il fut attiré dans la barrière fut la jeune Viviane qui se fit gifler le visage par une noble dame. Puisqu'il ne pouvait être vu par personne, il pouvait facilement tout enquêter et découvrir que la noble dame qui l'avait frappé était la deuxième épouse du comte de la famille Belcan et aussi la gouvernante en chef du domaine. Actuellement, la famille Belcan était connue pour son épée de première classe, et le père de Viviane, le chef de la famille, voulait toujours un fils pour hériter de cette compétence et apporter de la gloire à la famille à l'avenir. Malheureusement, sa première femme, la mère de Viviane, ne put lui donner un fils, mais ne lui offrit que Viviane, ce qui se termina en tragédie. Même sa mère était déçue d'elle-même et dit à la jeune Viviane qu'elle aurait préféré ne pas l'avoir mise au monde, ce qui troubla et attrista gravement Viviane. C'est pourquoi je vous demande à tous de laisser un commentaire pour remonter le moral de Viviane, car même sa propre mère ne voulait pas d'elle et l'a mise de côté. Et elle a enduré une graine de folie qui a été plantée en elle, et plus le temps passait, plus elle succombait à la folie. Au point qu'elle a tué tous les professeurs et les instructeurs adjoints de la 5e année toute seule. La pauvre Viviane, encore innocente, demanda dans le silence persistant si la fée était toujours là. Andreas ne pouvait pas effacer ses souvenirs du passé, mais voulait lui tendre la main pour l'aider à surmonter les abus. Viviane pleura et demanda s'il était vraiment venu l'aider. Andreas lui demanda pourquoi elle pleurait, ce à quoi Viviane essuya ses larmes et se moucha. Elle lui expliqua qu'elle n'avait jamais eu personne pour l'aider auparavant. Et c'est pourquoi elle pleurait de joie. Andreas était dépassé par la situation et ne savait pas vraiment comment gérer les enfants qui réagissaient ainsi. Il lui dit qu'elle avait un talent spécial qui n'avait pas encore été découvert par quelqu'un d'autre. Elle était perplexe et lui demanda si elle avait vraiment quelque chose de spécial. Andreas lui dit alors qu'elle avait un talent spécial pour l'escrime. Son domaine était vrai, beau et digne d'une famille noble. Viviane était surpris que Andreas ait dit qu'elle avait un talent pour l'escrime et comment il le savait alors qu'elle n'avait même pas touché une épée jusqu'à présent. Il lui dit qu'elle devait lui faire confiance et qu'il savait certaines choses. Viviane demanda pourquoi quelqu'un croirait en elle comme ça, car jusqu'à présent, elle n'avait été qu'insultée. Andreas dit que c'était bon parce qu'à partir de maintenant, il serait à ses côtés pour la protéger. La lumière du soleil pénétra dans la pièce où il se trouvait. Andreas lui dit qu'il l'aiderait, mais en retour, il exigea qu'elle ne parle à personne de lui. Elle accepta et promit que quoi qu'il arrive, elle ne dirait rien à personne de sa bonne fée. Et ainsi, les jours passèrent, qu'elle soit criée par sa belle-mère en s'entraînant dans la cour avec une épée sous les yeux critiques de son instructeur, ou qu'elle dorme dans son lit, Andreas était toujours à ses côtés pour la protéger. Lui donnant du courage et la soutenant, les mois passèrent, et les arbres verts se transformèrent progressivement en teintes automnales dorées. Viviane appela Andreas et demanda où il était, mentionnant qu'elle était maintenant à la position convenue, comme elle lui avait promis. Elle demanda s'il allait lui enseigner à nouveau l'escrime, mais Andreas se cacha derrière l'arbre. Soudain, il sortit de derrière l'arbre et lui dit de ne pas crier comme ça et qu'il devrait la frapper puisqu'elle avait promis de ne rien dire à personne à son sujet. Elle se couvrit rapidement la bouche. Elle se retourna et réalisa qu'il se cachait derrière l'arbre tandis qu'Andreas continuait à la gronder. Puis, tous les deux commencèrent leur entraînement. Il fit de son mieux pour lui apprendre tout ce qu'il savait. Leur méthode d'entraînement et son talent pour l'escrime s'harmonisaient vraiment bien, et ses progrès étaient remarquables. Elle était vraiment un prodige. En regardant ses mouvements, Andreas savait que ces mouvements ne pouvaient pas venir de quelqu'un de normal qui venait juste d'apprendre à manier une épée. Il lui dit que ses mouvements étaient parfaits et qu'elle serait souvent félicitée pour son escrime. Mais Viviane fit un peu la moue et devint quelque peu gênée. Andreas pensait qu'elle était une enfant vraiment confiante, mais se rendit maintenant compte qu'en quelque sorte, elle n'était pas aussi confiante qu'il le pensait. Il demanda ce qui n'allait pas parce que ses mouvements avaient été parfaits. Viviane dit alors que peu importe le nombre de fois où elle était félicitée, Andreas ne s'était jamais montré personnellement à elle. Cela surprit Andreas.
Il ne savait pas exactement comment répondre à cela. Il réfléchit un moment et lui dit la première chose qui lui vint à l'esprit, qu'il était une fée. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas le faire. Mais Viviane dit que c'était probablement parce qu'elle était une mauvaise enfant. Elle pensait que si elle faisait de son mieux et qu'il la reconnaissait, il se révélerait à elle. Pourtant, elle a dû se rendre compte que même lorsqu'elle avait essayé si fort, il ne lui avait toujours pas montré sa vraie forme. Elle lui demanda si ses efforts étaient vains et que peu importe combien elle essayait, il ne se montrerait jamais à elle. Lorsqu'Andreas entendit cela, il resta silencieux derrière elle et ne dit rien. Soudain, elle entendit la voix de son père, disant qu'elle l'avait surpris. Il ne pouvait pas croire le talent qu'elle venait de montrer. Son père lui demanda alors de lui montrer à nouveau son escrime. Viviane était surprise, mais voulait satisfaire la demande de son père et lui montra immédiatement ce dont elle était capable et ce qu'elle avait appris. Lorsqu'elle eut terminé, elle attendait avec impatience les commentaires de son père. Cependant, il entra dans la maison sans rien dire, mais lui dit toujours que ce qu'il venait de voir était incroyable et la félicita. Cela déconcerta Viviane et elle pouvait à peine croire les paroles de félicitations de son père. Elle parla ensuite à Andreas et lui dit que c'était la première fois que son père la félicitait. Elle leva les yeux et des larmes commencèrent à couler. Elle continua en disant qu'elle n'avait jamais rêvé que quelque chose comme cela se produirait un jour. Andreas était également surpris et continua d'écouter. Viviane dit qu'elle voulait rester avec lui ici, mais elle se rendit compte qu'il était temps de se réveiller. Andreas était heureux qu'elle se réveille enfin. Elle dit que c'était grâce à lui qu'elle avait trouvé le chemin pour regarder vers l'avenir et avancer. Elle dit aussi qu'elle voulait continuer sur le chemin qu'il lui avait montré et ne plus être coincée dans le passé. Andreas s'approcha légèrement d'elle et croisa son petit doigt avec le sien. Elle était confuse et nerveuse. Il dit que la promesse qu'elle lui avait faite devait être tenue. Elle dit alors qu'elle le ferait pour toujours et la dimension dans laquelle il se trouvait s'effondra. Les derniers mots de Vivian avant que la dimension ne s'effondre finalement et que la barrière ne se dissipe étaient des mots de remerciement à Andreas pour lui avoir montré un bon rêve. Puis la barrière créée par le mage noir s'effondra. Et Andreas tint la main de Vivian. Dans les ruines de la ville gisaient les cadavres que Vivian avait précédemment tués dans sa frénésie sanguinaire. Cependant, Viviane dormait et avait l'air vraiment heureuse. Andreas lui tint la main et la protégea comme il le lui avait promis dans son rêve. Peu de temps après, elle se réveilla et Andreas lui expliqua ainsi qu'à Ivy que le majordome du baron était responsable du crime. Ivy a réussi à détruire toute seule la barrière dans laquelle elle se trouvait, et puis elle s'est réunie avec les autres. Elle voulait maintenant qu'Andreas coupe la tête du majordome. Ivy est vraiment en colère et veut aller directement au château du baron. Ils partirent donc immédiatement. Alors qu'Ivy discutait des prochaines étapes, Andreas la regarda et réalisa que son intention de tuer était très forte, ce qui ne le surprit pas puisque Christopher était mort et que Hazard était porté disparu. L'un des gardes du baron tomba brutalement au sol alors que l'épée passa de justesse à côté de son visage. Ses camarades demandèrent à Ivy, Vivian et Andreas qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là, leur ordonnant de ranger leurs épées. Même après être retournée au château de Baron, Ivy est restée aussi furieuse qu'elle l'était au village. Elle se présenta comme Ivy Claire, professeure adjointe de la faculté de chevalerie de l'Académie de Rodlan, et a déclaré que quiconque défendrait le baron Boloric serait coupable de haute trahison et serait exécuté immédiatement. Avec cette déclaration, Andreas se demanda si elle était sérieuse et si elle les tuerait tous si nécessaire. Elle tint ensuite une tête, choquant tous les gardes à la porte du château sous un angle très inapproprié. Elle demanda s'ils reconnaissaient la tête, qui appartenait évidemment au majordome qu'Andreas avait coupé et attaché avec une corde. Ivy expliqua aux gardes que le majordome était responsable de ce qui s'était passé dans le village voisin et qu'il voulait être emmené immédiatement chez le baron. Les gardes furent surpris mais autorisèrent notre groupe à entrer dans les domaines du baron. L'environnement était vraiment beau et digne d'une famille noble. Viviane était surprise et impressionnée par les environs. Lorsqu'ils atteignirent le baron, il les attendait déjà, les accueillant. Ils furent tous très surpris par ce qu'ils virent et ne purent croire leurs yeux. Le baron reconnut qu'Evans était mort et pointa son fils Adèle, qui était une grande masse de chair mutée. Le baron expliqua que son fils était censé mourir d'une maladie il y a quelques mois. Alors, le baron expliqua qu'il avait dit à cet homme de faire tout ce qui était nécessaire pour aider son fils, même s'il devait vivre dans un état aussi misérable qu'il l'est maintenant. Il pointa son fils charnu, qui pleurait de douleur évidente et ne voulait plus vivre. Ivy fut en colère et ne pouvait toujours pas croire ce qu'elle voyait. Le baron se tourna vers son fils et tomba à genoux devant lui. Il implora le pardon de son fils et, avec le recul, ne trouva plus sa décision aussi bonne. Ivy dégaina son épée et fit quelques pas en avant vers lui. Elle attrapa le baron par le col et le jeta violemment en arrière et lui dit qu'il devait demander pardon aux personnes qu'il avait tuées, lui et son majordome. Les gardes, qui avaient tout vu, demandèrent si le baron était toujours en vie alors qu'il essayait de se relever après le choc. Ivy se retourna et demanda aux gardes pourquoi ils restaient là comme des imbéciles, leur ordonnant d'appeler l'équipe d'enquête et d'éliminer le monstre en arrière-plan. Les gardes comprirent et se préparèrent à suivre l'ordre. Soudain, une lance de pierre aiguisée se forma dans la main d'Andreas, qu'il lança de toutes ses forces vers l'avant.
À la surprise de Vivian et du baron, Ivy fut également prise de court lorsque la lance frappa le soleil stérile en plein visage, le tuant sur le coup. Le baron ne pouvait pas croire que son fils avait été tué et hurla son nom dans tout le château. En voyant la lance percer son fils, même les gardes furent choqués par les cris de leur ancien baron. Complètement abasourdi, le baron se dirigea vers le corps de son fils et le toucha, tandis que Vivian et Ivy regardaient silencieusement. Ivy se tourna ensuite vers Andreas et lui demanda ce que tout cela signifiait et pourquoi il avait agi sans ordre. En réponse à cette question, Andreas déclara que les créatures créées à partir de la magie noire devaient être éliminées immédiatement avant qu'elles ne puissent agir et menacer les autres. De plus, la seule information importante dont ils avaient besoin se trouvait entre les mains du baron, et il demanda à Ivy s'il avait tort à ce sujet. Peu de temps après, l'équipe d'enquête impériale arriva, arrêta le baron et emporta avec eux la masse de chair grotesque et répugnante de son fils. Après qu'Andreas, Ivy et Vivian soient retournés à l'académie, ils furent immédiatement interrogés par l'équipe d'enquête impériale et durent témoigner en tant que témoins de ce qui s'était passé. Ils avaient suffisamment de preuves, et il était clair pour eux que le baron avait collaboré avec le mage noir. Ils dirent à Andreas et Vivian que le baron devait être amené immédiatement et qu'une autre réunion aurait lieu par la suite. L'équipe d'enquête les remercia pour leur temps et leur dit qu'ils pouvaient maintenant rentrer chez eux. Andreas et Vivian quittèrent alors la salle d'interrogatoire et Andreas savait que les conséquences pour le baron Boloric d'avoir trempé dans la magie noire seraient sûrement sévères. Il se retourna et pensa que même si le baron serait probablement en colère contre lui à ce moment-là, il devrait plutôt le remercier. S'il n'avait pas tué son fils, il aurait souffert d'une douleur beaucoup plus grande. Maintenant, il serait sûrement utilisé comme sujet d'expérience par un groupe de mages dérangés qui n'avaient pas de bonnes intentions pour lui. Andreas ouvrit soudain les yeux en grand alors que Vivian l'interpellait en tant que Monsieur Fée et lui demandait s'il avait tout planifié. Il se retourna et lui demanda ce qu'elle voulait dire par Mère Fée et de quoi il parlait. Se rendant compte qu'il était perdu et pensant qu'il parlait presque comme la fée, Vivian reconnut la voix de sa fée et dit qu'il sonnait exactement comme elle. Soudain, Lucia cria le nom d'Andreas et courut vers lui depuis l'arrière. Elle lui demanda s'il avait terminé avec la réunion de l'équipe d'enquête, ce qu'Andreas confirma. Lucia brandit sa tablette et voulait désespérément lui montrer quelque chose. Elle expliqua à Andreas qu'il était récemment devenu une petite célébrité et lui montra un article sur des étudiants qui avaient vaincu un mage noir avec une enquête menée par l'Empire. Il mentionnait des victimes et des disparus impliqués. Lucia était sur le point de mentionner que cela faisait seulement un court moment qu'ils avaient présenté leur nouvelle potion. Lorsqu'Andreas l'interrompit et expliqua qu'il voulait en fait juste un peu de paix et de tranquillité. Cependant, Lucia ignora son commentaire et lui dit qu'elle avait entendu dire qu'il recevrait une récompense, alors il devrait l'inviter à dîner. Cependant, Andreas lui expliqua qu'il ne le ferait pas parce que la récompense pour la potion serait partagée de toute façon, alors elle aurait sa propre part. Il était surpris qu'elle n'essaie même pas d'obtenir un repas gratuit. Lucia remarqua qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se tenait à côté d'Andreas et lui demanda s'il s'agissait de la personne mentionnée dans le rapport. Il demanda à Lucia si elle venait seulement de la remarquer et présenta Vivian à elle. Toutes les deux se saluèrent et échangèrent leurs noms, tandis qu'Andreas s'excusait pour le comportement frénétique de Lucia. Le lendemain, ils se rendirent à la tour magique de Rhodelan, mais comme à son habitude, la paresseuse Lucia ne s'est pas levée tôt obligeant Andreas à la porter sur son dos. Lucia voulut alors aborder à nouveau le sujet de la récompense. Elle lui expliqua qu'elle voulait qu'il l'invitait à célébrer le succès de la potion. Cependant, il lui demanda pourquoi elle insistait pour qu'il l'invitait à dîner alors qu'elle était si riche et avait beaucoup plus d'argent que lui. Soudain, une voix résonna dans la pièce, et tous les deux furent vraiment choqués. La voix dit qu'ils étaient très audacieux d'entrer dans la tour aussi décontractés et sans aucune nervosité. Andreas reconnut la voix mais ne pouvait pas croire que c'était vraiment la voix qu'il. En un instant, sans même que les deux aient eu le temps de réagir, un homme avec un bandeau sur les yeux et un grand aigle sur son épaule apparut derrière eux et saisit fermement leurs épaules. Andreas et Lucia se retournèrent légèrement pour mieux voir l'homme qui était soudainement apparu derrière eux et réalisèrent que c'était Bart Alvan, le propriétaire de la tour magique de Rhodelan. Le garde qui guidait Lucia et Andreas à travers la tour se retourna et fut surpris lorsqu'il vit le maître de la tour, Bart Alvan. Un grand aigle perché sur son épaule et un tissu brun couvrant ses yeux. Son épée haute comme une tour, Bart regarda autour de lui Lucia et Andreas. Il reconnut le visage d'Andreas et remarqua qu'il n'avait pas changé du tout. Bart était le chef de la famille Alvan et le maître actuel de la tour de Rhodelan. Andreas se demandait de la présence de Bart et réfléchissait à savoir si sa présence personnelle pouvait perturber l'équilibre. Après avoir scruté Andreas, c'était au tour de Lucia et Bart la reconnut immédiatement comme la fille du comte Hollington. Lucia s'inclina délicieusement, confirmant l'hypothèse de Bart et se présenta comme Lucia Everlast. Bart pensa alors que l'on ne se souviendrait des noms que si l'on avait construit une certaine réputation. Andreas et Lucia étaient stupéfaits que Bart ait parlé à haute voix et se demandaient s'ils venaient d'entendre cette déclaration. Bart tendit son bras et informa le garde, qui les avait guidés, qu'il prendrait désormais le relais. En utilisant sa magie, il créa un tourbillon orange en dessous d'eux.
Le garde accepta que le maître de la tour veuille les guider personnellement. Andreas ne pouvait pas croire que Bart utilisait ce genre de magie. Le tourbillon s'étendit vers le haut, entourant complètement Andreas et Lucia. En réponse, Lucia lui demanda s'il pensait aussi que Bart était un monstre pour utiliser si facilement une magie spatiale si complexe et puissante. Elle pensait également qu'il exagérait intentionnellement pour se vanter devant eux. Bart répondit avec un sourire, déclarant qu'il pouvait entendre leur chuchotement parfaitement bien. La magie devint plus intense et puissante jusqu'à atteindre son maximum. Puis Bart, Andreas, Lucia et le garde disparurent, se téléportant dans une pièce devant un comité composé de 3 messieurs âgés, tous portant de sombres robes de mage. Lorsque le groupe apparut soudainement devant eux, les messieurs âgés furent assez surpris de trouver le maître de la tour parmi eux. Bart demanda au monsieur âgé si l'enquête sur la potion était toujours en cours, ce que l'un des hommes plus âgés confirma. Il déclara qu'ils examinaient actuellement son efficacité. Ils expliquèrent à Bart qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, seule l'interrogation concernant le processus de fabrication restant. Bart but ensuite la potion qu'Andreas et Lucia avaient préparée. Alors qu'il dégustait le contenu de la bouteille, il reconnut immédiatement les ingrédients individuels et les énuméra. Lorsqu'il eut terminé, il se tourna vers Lucia et lui demanda s'il avait raison ou s'il avait oublié quelque chose. Lucia ajouta alors 2 autres ingrédients. Bart continua à mentionner à la vitesse de l'éclair que les 2 ingrédients supplémentaires étaient très intéressants. Il la félicita et dit qu'il avait déjà entendu des rumeurs sur Lucia mais qu'il n'avait pas cru qu'elle était capable de préparer une si bonne potion à son âge. Bart se tourna alors vers le comité et déclara que l'enquête était maintenant terminée car il approuverait personnellement la potion. Bart s'envola haut dans les airs et demanda pourquoi le fils Cromwell était là et ce qu'il avait à voir avec toute l'affaire. Andreas devint en colère mais garda son calme et resta silencieux. Bart se rappela que le document soumis avec la potion indiquait qu'Andreas et Lucia avaient travaillé ensemble. Cependant, il demanda sans détour si Andreas était simplement porté. Andreas resta calme et ne dit rien. Lucia regarda son amie mais resta initialement silencieuse. Quelques secondes passèrent, puis elle expliqua qu'elle n'aurait pas pu préparer la potion sans son aide. Bart ne pouvait pas le croire. Ce qu'il avait entendu et demanda prudemment une fois de plus si ce qu'il venait d'entendre était vrai. Lucia le confirma une nouvelle fois et dit qu'il avait fait la plupart du travail et qu'elle avait essentiellement servi d'assistante. Bart accepta cette déclaration, mais voulait toujours la confirmer personnellement. Il claqua des doigts et un autre cercle orange apparut autour d'eux. Andreas était stupéfait que même dans cette situation, avant d'être téléporté et sous une pression énorme, Lucia ait tenté d'analyser la magie et se rendit compte que Bart ne pouvait pas utiliser la magie en dehors de la tour. Bart téléporta Andreas et Lucia dans une autre pièce où des mages supplémentaires travaillaient à des tables avec divers dispositifs magiques, herbes et racines. Bart voulait qu'Andreas prouve qu'il avait vraiment participé à l'élaboration de la potion en la fabriquant ici et maintenant. Il dit que tous les ingrédients nécessaires étaient disponibles dans le stockage et qu'Andreas pouvait utiliser librement tous les appareils. Andreas comprit et se mit immédiatement au travail sous les yeux attentifs de Bart et des autres mages curieux. Andreas regarda la table avec de nombreux appareils différents et évita d'en utiliser un qu'il n'avait pas utilisé auparavant pour éviter toute mention inutile. Après 5 minutes, il avait terminé, et Bart essaya la potion qu'Andreas avait préparée. Après le test, même le maître de la tour dut admettre et reconnaître l'accomplissement d'Andreas. Cependant, Bart demanda ensuite pourquoi Andreas avait utilisé un pichi, par exemple. La pièce resta remplie de tentes, d'anticipation, alors que Bart observait Andreas et Lucia. Andreas répondit aux questions de Bart en détail, expliquant pourquoi il avait choisi certains ingrédients. Les autres mages, et même Lucia, étaient étonnés qu'il puisse tout expliquer si bien sous une telle pression énorme. Bart interrompit Andreas, qui n'avait pas encore terminé son explication, et retira son couvre-œil marron. Il dit que même s'il ne s'était pas vu depuis un certain temps, il savait avec certitude que le garçon d'autrefois n'aurait jamais été capable de créer quelque chose comme ça. Il s'approcha d'Andreas, voulant lui mettre une pression supplémentaire. Bart regarda directement dans les yeux d'Andreas avec ses yeux bleus et lui demanda directement qui il était vraiment. Lucia était perplexe face à cette question, et ici, dans le silence, la pièce se remplit. Alors que Bart continuait à fixer Andreas. Au début, Andreas resta silencieux, mais ensuite il sourit et répondit d'une manière douteuse, si c'était une blague de l'oncle Bart, lui disant qu'il était à 100% Andreas Cromwell. Le même Andreas qu'il avait traité comme un insecte et dont il s'était moqué. Bart fut surpris par cette réponse inattendue et dut admettre qu'Andreas avait subi un développement de caractère assez intéressant. Bart était confiant et sourit. Il voulait faire un pari avec Andreas. Andreas écouta attentivement, curieux de savoir ce que cela impliquerait. Lorsque Bart proposa ensuite qu'il paierait toutes les dettes de la famille Cromwell si Andreas inventait un nouveau médicament d'ici la fin de l'année, Andreas fut surpris. Après s'être à nouveau bandé les yeux, Bart continua qu'il lui accorderait également un vœu. Cependant, si Andreas ne parvenait pas à inventer un nouveau médicament et perdait le pari, il devrait quitter l'académie. Andreas et Lucia furent stupéfaits par les conditions du pari.
Bart demanda alors ce qu'il pensait du deal et s'il acceptait. Andreas le regarda et dut admettre que les conditions étaient effectivement très difficiles, mais il s'inclina devant Bart et accepta gracieusement le pari. Malgré le terme difficile, en tant que chef de la famille Cromwell, il ne pouvait tout simplement pas ignorer une telle offre et laisser passer une telle occasion. Bart lui dit qu'il espérait vraiment qu'Andreas produirait quelque chose, car il possédait une telle confiance. Il vit le visage de son père à travers son bandeau, ce qui lui rappela qu'ils avaient une bonne relation, et il était impatient de voir les résultats qu'Andreas lui apporterait. Les dernières secondes de l'évolution d'Angela prirent fin, et elle retrouva lentement sa force et sa capacité à bouger. Elle se poussa vers le haut et son corps était entouré d'un mana violet effrayant. Angela regarda son poignet, qui était toujours attaché. Cependant, après son évolution, elle pouvait facilement briser ses entraves et les brisa en 1000 morceaux d'un coup de main. D'un autre mouvement, elle détruisit également sa cage en deux et du laboratoire secret d'Andreas. Elle regarda la dévastation qu'elle avait causée si facilement, puis elle se souvint d'Andreas dans son serment de ne pas lui faire de mal, comme il voulait qu'elle jure sur le nom de sa famille. Elle commença à sourire, et de plus en plus d'images d'Andreas remplirent son esprit. Son sourire devint plus intense, et elle ne pouvait pas attendre pour le revoir, l'anticipation brûlait déjà dans ses yeux. Après avoir terminé ses tâches à la Tour des Mages, Andreas partit pour la ville pour s'occuper de quelques courses. Il avait reçu un remboursement des coûts de matériel de sa potion, il n'avait donc plus les difficultés financières qu'il avait au début. Ses potions étaient si rentables qu'il envisageait de se concentrer entièrement sur son entraînement sans avoir à se soucier de la façon de gagner de l'argent. Le principal problème d'Andreas maintenant était les pages de paresse qu'il avait données à Nickel et stockées dans l'espace interdimensionnel pour lui. Peu importe à quel point Andreas réfléchissait intensément à ce qu'il pouvait faire avec ces pages pour obtenir un avantage direct, il ne pouvait pas trouver d'idée. Il a donc envisagé s'il pouvait éventuellement les échanger contre quelque chose qui pourrait l'aider. Maintenant, il ne voulait vraiment pas franchir cette étape, mais il ne pouvait rien imaginer d'autre que d'utiliser son mentor Charon pour échanger les pages contre quelque chose de significatif. Le train sur lequel se trouvait Andreas s'arrêta et il descendit, se dirigeant vers l'académie. Il marchait lentement, remarquant quelque chose, il savait qu'il était surveillé. Il regarda autour de lui mais ne put repérer aucun observateur. Finalement, Andreas se retrouva devant la porte du domaine de Charon. Il était toujours soupçonneux et savait qu'il était surveillé, mais il continua à entrer dans le domaine, se disant qu'il imaginait probablement des choses. Pendant ce temps, Angela était assise dans un arbre, attendant avec impatience Andreas. Elle rit et était vraiment excitée de le revoir. Andreas et Charon étaient assis dans le salon, et Charon remarqua que le sujet brûlant de l'académie était venu lui rendre visite. Charon examina la potion qu'Andreas avait apportée et demanda si c'était la potion infâme qui avait suscité tant d'attention du côté de son examen. Andreas confirma cela et lui dit qu'il était venu directement le voir après la fin de l'examen final de la Tour des Mages. Cependant, Charon n'était pas satisfait qu'Andreas ait mené des recherches secrètes sur une potion sans sa connaissance et ait maintenant l'audace d'agir comme s'il était son élève essayant de le flatter. Andreas, cependant, ne confirma pas cela et dit que ce n'était pas son intention. Charon était en colère et lui dit de fermer sa bouche et de le suivre. Il prit un livre d'une étagère et l'utilisa pour ouvrir un portail secret vers son laboratoire de recherche. Avant que Charon et Andreas ne traversent le portail, Charon fit savoir qu'il voulait lui montrer et lui graver ce que signifiait devenir son élève. Andreas ne pouvait pas croire qu'il lui en voudrait pour une question aussi triviale et trouva Charon avare. Alors que les deux traversaient le portail et descendaient un couloir étroit avec quelques marches que Charon menait et générait une lumière bleue en utilisant sa magie, Andreas remarqua que Charon était de si mauvaise humeur qu'il ne pouvait pas mentionner les pages de paresse aujourd'hui. Andreas savait bien qu'il valait mieux ne pas parler à Charon lorsqu'il était de mauvaise humeur. Il décida de se contenter d'atteindre le laboratoire et de découvrir l'état d'Angela. Lorsque Charon et Andreas atteignirent la fin des escaliers, des flammes et de la fumée les accueillirent. Charon fut surpris en regardant l'antichambre de son laboratoire, qui ressemblait à un champ de bataille. Tout était complètement détruit, et Andreas et Charon se tenaient là pétrifiés, regardant la dévastation devant eux. Les yeux d'Andreas s'écarquillèrent et il pensa que la transformation d'Angela, grâce à lui, avait été un succès retentissant. Ils s'approchèrent ensuite de la cage où Angela était détenue captive. Andreas réfléchit au fait que c'était dommage qu'il ne puisse pas lui parler à nouveau puisqu'elle était une personne vraiment gentille. Charon saisit les chaînes qui retenaient Angela captive et jura bruyamment. Sa colère grandit et son humeur continue de se détériorer. Il appela le nom d'Andreas, auquel Andreas répondit simplement par oui. En colère, Charon le regarda et lui demanda s'il avait fait quelque chose aux entraves d'Angela. Andreas mentit alors et lui dit qu'il n'avait rien fait, et qu'il craignait même pour son propre bien-être s'il s'approchait de la cage. Pendant ce temps, il se disait quel idiot était Charon. Ce dernier se redressa et se leva. Il ne pouvait pas croire qu'un vampire, même s'il n'était qu'un hybride, se soit échappé de lui. Andreas dut réprimer son rire et ne put que regarder Charon tenir les restes des chaînes dans ses mains, à la fois incrédule et furieux. Charon laissa échapper un cri.
Les cris de sa colère étaient si forts qu'ils pouvaient être entendus même à travers l'escalier étroit qu'ils avaient descendu, jusqu'en haut. Il était tard dans la nuit et les lunes bleues s'étaient levées dans la nuit. Andreas se dirigea vers son dortoir, ayant décidé d'aborder le sujet des pages de paresse un autre jour. Alors qu'il marchait sous les arbres le long de la rue, des cheveux roux apparurent soudain au-dessus de lui. Il fut complètement surpris lorsque juste quelques millisecondes plus tard, son nom fut appelé. Il ne bougea pas et se rendit compte qu'Angela l'attendait, essayant de le piéger. Sa main droite se déplaça lentement autour du cou d'Andreas alors qu'elle lui demandait de répondre à une question qu'elle avait eue depuis son réveil. Il était figé, ne bougeant pas car il savait que le moindre faux mouvement la pousserait à lui faire mal sans hésiter. Angela lui dit de la regarder, ce qu'il fit immédiatement. Elle lui demanda de lui dire tout ce qu'il savait sur la capacité qu'elle possédait soudainement. Cependant, Andreas n'a pas répondu à sa question. Au lieu de cela, il a contre-interrogé avec une question à lui, demandant pourquoi elle lui faisait cela. Il lui a également demandé si elle n'avait pas tenu sa promesse, compte tenu du fait qu'ils avaient passé un accord. Elle devrait réfléchir au prix qu'elle devrait payer si elle rompait sa promesse et lui faisait du mal. Angela est restée silencieuse un instant et a utilisé de la magie pour planer dans les airs alors qu'une de ses mains restait dangereusement près du corps d'Andreas. Elle dit qu'elle savait parfaitement quel était le prix, mais qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher car elle avait désespérément besoin de demander quelque chose. Elle lui dit qu'aussi fort qu'elle avait essayé de briser les chaînes qui la liaient, elle n'avait jamais réussi seule. Alors, elle expliqua qu'elle avait trouvé un autre moyen et demanda s'il le savait et quelles méthodes incroyablement et étonnantes elle avait utilisées. Alors qu'elle s'approchait d'Andreas, elle réalisa qu'il avait une certaine odeur, presque comme un grand péché. Ses yeux devinrent plus rouges et elle lui dit qu'elle comprenait enfin. Andreas regarda Angela, complètement inconscient de ce dont elle parlait. Elle dit qu'il était très intéressant et passa lentement sa main sur la joue d'Andreas. Puis elle lui demanda de quoi il venait de parler. Lorsqu'il lui a demandé cela, elle l'a attrapé par la gorge, l'a poussé en arrière et l'a écrasé contre un arbre, faisant tomber les quelques feuilles. Andreas haletait pour respirer, mais Angela le tenait fermement contre l'arbre. Elle lui dit qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'elle voulait lui demander, mais que l'endroit où il se trouvait était trop évident. Alors, elle voulait arrêter d'attirer l'attention pour le moment et en rester là. Andreas lutta toujours contre son emprise, mais Angela lui dit qu'il se reverrait très bientôt. Elle a également mentionné qu'elle utiliserait son nouveau pouvoir entre-temps et trouverait sûrement une bonne utilisation. De plus, elle ne pouvait s'empêcher de remercier Andreas de l'avoir aidé. Andreas a continué d'essayer de se libérer de son emprise, incapable de croire la force qui se cachait derrière. Cependant, Angela l'a rassuré en lui disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter et qu'elle ne le torturerait pas. Le lendemain au dortoir de l'illusion, qui semblait presque régulièrement beau de l'extérieur et était orné des accents dorés et bleus typiques de l'académie, deux femmes étaient assises sur la terrasse en profitant de leur thé de l'après-midi, pointant un chevalier dans un livre et racontant à son ami quelques histoires sur ce dernier avec enthousiasme. La table était dressée avec une vaisselle très raffinée alors que son amie Julique était déjà au bord des larmes demandant à Diane de faire une pause. Diane a ensuite dit à Julique que si elle gardait les yeux ouverts, elle trouverait sûrement un chevalier à admirer aussi. Julique a demandé pendant leur conversation si Diane avait entendu dire que Lucia Everlast avait réussi l'examen du comité de la tour magique. Diane était étonnée qu'elle ait réussi cela malgré son jeune âge. Elle se souvint d'avoir entendu dire que Lucia était toujours paresseuse et dormait pendant les cours, mais devait admettre, sur la base des nouvelles actuelles, qu'elle était en fait un dragon endormi qui avait tout compris. Surpris, elle se demandait pourquoi elle n'avait rien accompli de similaire lorsqu'elle était en première année. Cependant, Julique a dit que ce n'était même pas la partie la plus surprenante, elle a soulevé sa tablette et a montré à Diane un article dessus présentant Andreas et Lucia, ainsi que deux magiciens de la tour, annonçant leur découverte de la nouvelle potion. Julique a demandé à Diane si elle pouvait croire qu'Andreas était également impliqué dans la découverte pendant que Diane rougissait qu'il était également impliqué. Elle a examiné la photo de plus près et ne pouvait pas croire que quelqu'un d'aussi peu talentueux que lui ait réussi à aider à créer une telle potion, et Juliette lui a dit que lorsqu'elle avait entendu l'histoire pour la première fois, elle aussi pensait que c'était un mensonge. Diane se souvint comment ils jouaient ensemble et comment Andreas avait toujours blâmé ses circonstances et son manque de talent pour ses échecs depuis la chute de sa famille. Elle regarda son livre et se souvint des mots d'Andreas lorsqu'il lui demanda si elle avait déjà accompli quelque chose par elle-même. Elle se demanda si Andreas avait vraiment changé. Julique était ravie que ce soit précisément Andreas le roi des vermines qui ait accompli quelque chose comme ça ce jour-là. Et puis elle s'est levée et a appelé son compagnon, un petit aigle, à ses côtés. Ensemble, ils voulaient vérifier si ce qu'ils avaient lu dans l'article était vraiment vrai et si Andreas avait vraiment changé. En classe, Lucia s'approche d'Andreas et lui demande pourquoi il porte autant de vêtements. Andreas répond qu'il ne se sent pas bien. Lucia, curieuse, se demande pourquoi il assiste aux cours au lieu de se reposer, et il explique qu'il doit assister à suffisamment de cours pour obtenir son diplôme. Au moment où le professeur entre dans la salle de classe, Andreas se rend compte qu'il doit dissimuler la grande cicatrice sur son cou résultant de l'incident de la nuit précédente.
Il se demande à propos de la fille rousse qu'il a soudainement mordu au cou et a mentionné quelque chose à propos d'un partenaire fané dans une odeur particulière. Il n'est pas sûr de ce qu'elle voulait dire. Lorsque le professeur remarque qu'Andreas porte de nombreuses couches de vêtements, il lui demande s'il est malade. Andreas prétend avoir attrapé un rhume. Le professeur suppose qu'Andreas est fatigué de sa recherche sur la potion et lui dit qu'il est déjà marqué comme présent, lui permettant de partir. Andreas exprime sa gratitude au professeur pour le conseil qu'il lui a donné concernant l'extrait de Pousséum dans l'écorce de l'arbre Marada. Lucia se demande si Andreas essaie de provoquer le professeur, ce qui ne fait qu'augmenter sa colère. Andreas affirme que le professeur lui a dit que s'il ajoutait ces ingrédients, il ferait de la soupe au lieu d'une potion. Il affirme ensuite que la soupe s'est avérée étonnamment bonne. Toute la classe commence à observer Andreas, se demandant probablement ce qu'il fait. Le professeur réprimande Andreas pour avoir dépassé les bornes, mais Andreas, utilisant sa maladie comme excuse, déclare qu'il part. Alors que le professeur crie son nom, Andreas réfléchit à la façon dont les gens se moquaient de lui quand il était insignifiant, mais maintenant il voulait être amicaux. Il les ignore, pensant qu'il devrait se taire et le louer parce qu'il peut simplement passer à une autre classe s'il a besoin de crédit. Agacé, le professeur demande depuis combien de temps Andreas prévoit de l'ignorer. Soudain, Lucia se lève, attirant l'attention du professeur. Elle demande si elle peut expliquer, en tant que co-créatrice de la potion. Le professeur lui donne la permission. Lucia déclare qu'ils ont appris les bases de la fabrication de potions en classe, puis ont appliqué les connaissances de manière indépendante. Elle souligne que mener des recherches personnelles sans compter sur les autres est d'une grande importance car c'est leur devoir en tant que magicien. Le professeur est d'accord avec elle et dit qu'ils peuvent toujours demander son avis. Il dit à Andreas de faire attention et de revenir en toute sécurité. Alors qu'Andreas regarde Lucia, il reconnaît silencieusement sa compétence à désamorcer la situation. Il ne comprend toujours pas pourquoi elle l'a fait, mais il lui en est reconnaissant. Dans une belle ville à l'intérieur d'un manoir, un majordome rapporte à un homme nommé Duc Sinclair à propos d'un candidat potentiel à recruter. Le majordome commence par mentionner les étudiants déjà inscrits à l'académie de Rodeland. Duc, un grand homme aux cheveux roux, regarde le rapport avec intérêt et s'exclame que la fille de la société Everlast a créé un nouveau type de potion et prévoit de la vendre commercialement. Le majordome confirme cela, révélant qu'il s'appelle la potion Everlast, et que la société monopolise actuellement ses ventes. Duc, intrigué par l'exploit de Lucia en tant qu'étudiante de première année, prédit que de nombreuses personnes essaieront de la recruter à l'obtention du diplôme. Il décide de goûter la potion, se demandant si elle est aussi impressionnante que sa réputation le suggère. Le majordome lui fournit un échantillon et Duc le boit avec anticipation. Après avoir consommé la potion, le majordome demande à Duc comment c'était. Il répond avec un large sourire, exprimant sa surprise quant à son efficacité, qui est plusieurs fois supérieure à celle de toute potion actuellement disponible sur le marché, sans effet secondaire. Duc se rend compte que s'ils parviennent à la commercialiser, cela révolutionnera l'industrie. Cependant, il y a une autre question qui vaut la peine d'être notée. Le majordome révèle que le rapport mentionne que la potion a été co-créée et présente une photo d'Andreas. Duc reconnaît Andreas comme le fils de Kane Cromwell et se demande s'il a un talent pour faire des potions. Le majordome suggère qu'il y a une rumeur qui circule selon laquelle Andreas profite de Lucia, se demandant pourquoi son nom serait ajouté à la création de la potion. Étant donné que ni l'un ni l'autre des ménages n'a de relation significative avec l'autre. Duc décide qu'il devrait enquêter plus avant et envisager d'ajouter Andreas à la liste de recrutement s'il a effectivement éveillé un talent pour la fabrication de potions. La scène passe à une nuit pluvieuse à l'intérieur d'un manoir où un vieil homme demande le résultat de la cérémonie de remise des prix de fin d'année. Le majordome rapporte que tout s'est passé comme prévu, se référant au vieil homme comme Sa Majesté. Le majordome ajoute que la famille Cromwell sera rétrogradée. Le vieil homme rit, mentionnant le nom d'Andreas et avec un large sourire, il exprime son impatience de voir si Andreas est différent de sa mère. Au dortoir, Andreas est vu en train de balancer une épée en bois, atteignant son 1000e swing. Épuisé, il tombe au sol et boit une potion tout en réfléchissant à l'impossibilité de faire cela sans eux. Il explique que la potion de régénération accélère la récupération musculaire, la potion de guérison soulage la fatigue et en ajoutant la potion de renforcement physique, il a essentiellement créé un système pour une formation illimitée. Initialement hésitant, il a parié sur l'évolution des potions et les résultats étaient époustouflants. Il peut maintenant créer un plus grand nombre de potions avec des taux de réussite et une vitesse de création considérablement améliorée. Tant que les choses continuent dans cette direction, il croit qu'il pourra prospérer et s'il acquiert un bon cadavre et quelques objets, il n'aura pas à s'inquiéter de sa force de combat. Cependant, puisque Charon est toujours absent, il ne peut pas lui vendre la page de paresse immédiatement. Andreas se demande si ce dernier est de si mauvaise humeur qu'il est parti en voyage sans même prévenir son disciple. Il le balaie, sachant qu'il a d'autres connexions et se réjouit de ses cours de corps médical le lendemain matin. Avec une détermination à arrêter de s'inquiéter, il décide d'aller se coucher. Andreas s'irrite en réalisant que le professeur sait qu'il n'a pas de tablette et l'utilise contre lui.
Il se demande ce que le professeur prépare avec les étudiants et se précipite au jardin de l'Académie Rodeland. À son arrivée, il se demande pourquoi tout le monde est dans une telle hâte car cela ressemble à un examen. Le professeur le réprimande d'être en retard et suppose qu'Andreas, étant si absorbé par sa recherche, n'a pas vu la vie. Soudain, Lucia apparaît et tire Andreas à part, lui expliquant la situation. Elle suggère qu'il devrait simplement acheter une tablette à ce stade, puisqu'il a maintenant de l'argent. Elle mentionne explicitement que le professeur a découvert une potion d'éveil et a eu l'idée de faire passer un examen pour l'analyser. Andreas pense pour lui-même que le professeur a simplement dû se vanter à ce sujet. Avec arrogance, le professeur dit à Andreas que pour quelqu'un de son calibre, déterminer les ingrédients et les proportions devrait être une brise. Andreas pense pour lui-même que le professeur est un imbécile têtu et mélange ses pensées et son discours, dans l'intention d'exposer Andreas pour qui il est. Andreas réfléchit qu'il n'y a pas lieu d'avoir honte car il a un avenir radieux devant lui. Le professeur, avec une expression en colère, considère Andreas comme rien de plus qu'un étudiant poubelle qui a profité de Lucia, la star montante du monde de la potion. 4 heures plus tard, le professeur est stupéfait de voir qu'Andreas a terminé deuxième à l'examen. Un autre instructeur rassure le professeur qu'il n'y a pas eu de tricherie pendant l'examen. Les étudiants sont choqués de réaliser qu'Andreas possède un talent pour la fabrication de potions. Soudain, un étudiant crie de frustration, se demandant pourquoi le professeur a prétendu que la potion qu'il avait faite était la sienne. La conversation se poursuit alors que Fatih s'exprime, exprimant sa frustration et se demandant pourquoi le professeur revendiquerait la potion qu'il a faite comme la sienne. Les étudiants choqués se sont tournés vers Lucia pour son avis, et elle suggère que s'il s'agit du professeur Bobin, elle croit qu'il pourrait l'avoir fait. Andreas acquiesce avec confiance, indiquant qu'il avait le même soupçon. Lucia demande où il va, lui rappelant qu'elle l'a sauvé hier. Alors qu'Andreas approche le professeur, il pose une question concernant les ingrédients de la potion. Le professeur essaie d'éviter la question, mais Andreas insiste sur le fait qu'elle est pertinente pour la situation. Il met au défi le professeur de prouver sa réclamation en expliquant pourquoi il a utilisé certains matériaux dans la potion. Le professeur devient craintif des intentions d'Andreas. Fatih demande si Andreas veut dire que le professeur devrait le prouver comme l'examen de la tour magique. Andreas affirme que si le professeur a vraiment fait la potion, il devrait pouvoir facilement expliquer pourquoi il a utilisé certains ingrédients ou admettre qu'il n'est pas assez confiant. Le professeur, transpirant nerveusement, mentionne arrogamment qu'il est professeur à la prestigieuse Académie Rodeland. Andreas exhorte le professeur à répondre à sa question, demandant pourquoi il a changé la résine d'approbation en pétales de cytosine. Terrifié, le professeur se rend compte qu'il était tellement distrait le jour de la présentation qu'il a oublié de vérifier cette partie. Fatih demande avec colère une réponse immédiate du professeur. Le professeur explique qu'il a utilisé les pétales pour réduire les coûts, car s'ils étaient ceux qui le développaient, il ne saurait pas la différence. Andreas pose sa question finale, demandant pourquoi le professeur a utilisé la plus chère le coléoptère au lieu de la poudre de perlimpinpin. Les étudiants se demandent pourquoi le professeur évite de répondre et commencent à se demander s'il a vraiment volé la potion. Ils sont choqués par la révélation que le professeur pourrait revendiquer la recherche de ses étudiants comme la sienne. Soudain, le professeur choque en déclarant que c'est parce que la poudre perlimpinpin a un effet hallucinogène, complètement à côté de la plaque. Fatih avec une expression sérieuse corrige le professeur, affirmant qu'il se souvient avoir été dit que la poudre a des effets secondaires, mais pas qu'elle est hallucinogène. Il demande au professeur d'expliquer comment il est arrivé à sa réponse. Les étudiants commencent à crier après le professeur, exprimant leur déception à son égard en tant que scientifique et l'accusant d'avoir volé le crédit de son disciple. Ils exigent que le professeur démissionne immédiatement, l'appelant un escroc. Désespéré, le professeur pointe Fatih et Andreas du doigt, les accusant de l'avoir piégé. Il menace de signaler les deux au comité de discipline. Andreas se rend compte que le professeur a touché le fond. Andreas dit au professeur que s'il est si ennuyé, il peut demander à Sœur Alvan d'organiser un endroit pour qu'il s'explique. Il révèle une carte noire indiquant qu'il est parrainé par Sœur Alvan. Le professeur se tait, incapable de répondre, et Andreas demande ce qui ne va pas. Le professeur vaincu tombe à genoux. Pendant ce temps, Sœur Alvan regarde la scène se dérouler à travers son oiseau, reconnaissant que le professeur a causé un scandale et devra faire face aux conséquences. Alors que l'oiseau s'envole, Alvin réfléchit à la façon dont Andreas connaissait la théorie et les ingrédients derrière la potion d'éveil. Il pense qu'il est possible pour Andreas de découvrir un nouveau médicament avant la fin de l'année, et il attend avec impatience. À la cafétéria de l'académie, Lucia se sent un peu triste lorsqu'Andreas l'invitait à manger ensemble, pour découvrir pendant le repas à la cafétéria de l'école. Alors qu'elle touche la viande, elle se brûle accidentellement. Andreas la guide sur la façon de manger correctement ce type de nourriture, car Lucia n'y est pas habituée en raison de sa richesse. Il lui montre comment tenir la viande, la tremper dans la sauce et la lui offre. Viviane assise à proximité demande également à Andreas de lui donner de la viande et il accepte. Dans le couloir, Lucia demande à Andreas quand il prévoit d'acheter une tablette, suggérant que s'il avait gagné, il serait informé des événements comme l'examen d'aujourd'hui et ne les manquerait pas.
Andreas explique qu'il économise actuellement de l'argent. Lucia est surprise, soulignant que les tablettes ne sont même pas chères. Andreas remarque que rien n'est cher pour elle parce qu'elle est riche. Viviane s'adresse joyeusement à Andreas en tant que Monsieur Fée et demande s'il veut une récompense. Confus, Andreas demande pourquoi elle l'appelle comme ça. Ils se séparent, chacun partant dans sa propre direction tout en marchant seul dans le couloir. Andreas voit Sharon. Alors qu'ils se croisent, Sharon instruit Andreas de visiter son laboratoire demain à midi. Andreas se retrouve dans une forge, où il rencontre Diane. Elle questionne pourquoi il est là, à laquelle il explique qu'il avait besoin d'une épée pour se défendre. Andreas remarque la boîte qu'elle porte et mentionne que c'est un cadeau pour son frère. Andreas se demande si elle fait référence à Carlos Alvan, le fils aîné du ménage Alvan, qui était décédé avant le début du jeu. Il partage que Carlos avait été tué lors de l'événement de fin d'année de l'Académie. Pendant que Hazard avait ensuite rejoint le culte Zéphiro, le même culte responsable de l'attaque terroriste. Andreas suggère avec enthousiasme qu'il serait agréable s'ils pouvaient se revoir, juste nous trois. Pendant ce temps, au département d'enseignement de l'Académie, un vieil homme exprime sa recherche d'un matériau de la même qualité qu'Angela sur tout le continent, mais n'a pas encore réussi. Il a l'intention de continuer à chercher un peu plus longtemps, même si ses espoirs ne sont pas élevés. Il en a besoin pour la congrégation de ce week-end. Andreas se rend compte que c'est là que le jeu commence. Si le vieil homme devient aveuglé par la cupidité et lui demande de le lui donner, il aura gagné. Soudain, Andreas dit au vieil homme qu'il est parvenu à obtenir le code de l'Apocalypse. Le vieil homme trouve cela difficile à croire et lui dit de ne pas dire de telles choses stupides, car ce n'est pas quelque chose que quelqu'un comme lui pourrait obtenir. Andreas ouvre un portail et présente le codex, affirmant que ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer. Il veut donc le donner au vieil homme. Le vieil homme est laissé stupéfait mais conseille à Andreas de le garder car c'est un objet très recherché qui n'apporterait que des ennuis s'il le gardait. Il suggère de l'emmener à la congrégation pour l'échanger contre un autre article. Étant donné qu'ils doivent assister à la congrégation ce week-end, il demande à Andreas de libérer son emploi du temps et de se préparer. Dans une belle nuit à l'est de la ville, à l'intérieur de la forêt de la zone d'ajustement de la captivité, une calèche avec un cocher squelette s'arrête alors qu'un homme aux cheveux jaunes s'approche. Il demande s'ils vont à la congrégation et demande à faire de l'autostop avec eux. Andreas le reconnaît comme Salem Media, l'un des 10 plus grands du continent, connu sous le nom de Diable en quête de vérité en raison de sa volonté de traiter avec des questions interdites au nom de l'exploration. Salem demande à Andreas son nom et en l'entendant, il est choqué. Se tournant vers le vieil homme et disant « Donc, tu as mis la main sur un autre Cromwell ». Andreas se demande à quoi Salem fait référence et spécule qu'il pourrait y avoir un secret concernant la famille Cromwell. Salem conseille à Andreas de lutter autant que possible. Andreas regarde le vieil homme, sentant qu'il ne devrait pas lui demander, mais il se demande toujours ce que le vieil homme lui cache. Soudain, une entité liquide noire apparaît devant eux, capturant l'attention du vieil homme. Il arrête la calèche et s'adresse au liquide noir, le désignant comme un dragon. Dragon commence à prendre la forme d'un humain et s'excuse, reconnaissant le vieil homme comme Karen Dipin. Andreas se retrouve à l'emplacement spécifié par le vieil homme après la rencontre de Dragon avec Salem et se rend compte de leur intention de voler la page de paresse. Le vieil homme désigne un arbre qui sert de marqueur pour le chemin vers la congrégation. Salem, agacé par le lieu de la réunion, sourit et exprime que c'est exactement comme il s'y attendait, notant la présence de mages noirs avides. Dragon se demande si les mâles noirs sont stupides pour avoir tenté de voler le codex en présence de Salem. Salem lève son bâton et le frappe au sol, déchaînant une attaque dévastatrice qui couvre toute la forêt avec une vague de faim. Les individus présents dans la forêt sont marqués par cette énergie, et Salem estime qu'il y a 7 mages noirs présents. Déterminé, il les exhorte à arrêter de jouer à cache-cache. Salem disparaît de sa position d'origine et réapparaît soudainement à côté des mages noirs, libérant une énergie verte qui enveloppe à nouveau la forêt. Pendant ce temps, à l'emplacement de destination, 3 personnes attendent l'arrivée d'Andreas. Salem les salue, mentionnant spécifiquement un gars nommé Morse et remarquant que cela fait un moment. Salem instruit Andreas d'ouvrir le sac qu'il tenait, révélant les têtes tranchées des mages noirs. Une grande figure vêtue de noir critique Salem, affirmant que cette réunion d'urgence était censée avoir peu de participants et que Salem a inutilement causé des décès. Andreas réfléchit à la façon dont les mages noirs que Salem a vaincus étaient des intermédiaires et des mâles noirs de niveau supérieur qui étaient particulièrement gênants dans le jeu. Et Salem a réussi à les gérer simplement en libérant sa puissance magique. Andreas est reconnu par Salem comme une véritable force avec laquelle il faut compter. L'individu en noir les exhorte à se dépêcher et à montrer la page de paresse. Alors qu'Andreas se prépare à ouvrir le portail, Salem trouve Andreas intéressant. Il note qu'Andreas n'a pas bronché après avoir été témoin du massacre que Salem a causé, et il n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé de trancher la tête des mages noirs. Salem observe également qu'Andreas possède un noyau double comme lui-même. Avant qu'Andreas ne récupère le codex, Salim souffle légèrement sur le cou d'Andreas, amenant Andreas à se demander pourquoi il a fait cela. Salem répond en disant qu'il a pris goût à Andreas, ce qui amène Andreas à se demander si Salem était gay dans le jeu.
Les autres présents ont demandé à Salem d'arrêter de jouer. Salem rassure Andreas qu'il l'aidera un jour, mais seulement une fois. Il le considère comme une faveur pour son affinité avec la famille Cromwell. Andreas reconnaît que Salem est quelqu'un qui ne rompt jamais ses promesses, car il y avait de nombreuses instances dans le jeu où Salem a respecté ses engagements. Andreas réfléchit à la question de savoir s'il doit modifier son plan maintenant qu'il a l'aide de Salem. Son squelette sort de son espace de stockage, tenant la page de la paresse. Tout le monde est émerveillé par la vue. Salem demande pourquoi Andreas confie le codex à un squelette, tandis que Charon se demande quand Andreas a appris à invoquer des squelettes. Il semble que tout le monde semble avide face à cet item rare. Soudain, Andreas dégaine son épée et demande à Nickel de repartir en stockage, surprenant tout le monde présent. Il affirme que c'est lui qui a trouvé la page de paresse et veut que ses efforts soient reconnus. Andreas explique que la page se trouve dans son stockage avec le squelette, ce qui signifie que si jamais il venait à mourir, personne ne pourrait accéder au codex. Il appelle Salem, lui rappelant qu'il est temps de tenir sa promesse. Andreas exhorte Salem à se dépêcher car le temps est essentiel. Salem exprime son inquiétude, se demandant si Andreas agit de manière imprudente sur la base de quelque chose qu'il lui a dit. Il se demande ce qu'il ferait s'il l'avait trompé. En réponse, Andreas affirme qu'il fera de son mieux, même si cela signifie risquer sa vie car il est prêt à devenir fou pour survivre dans ce monde chaotique. Salem remarque qu'Andreas est un gars drôle mais se souvient lui avoir dit de lutter, ne s'attendant pas à ce qu'il aille aussi loin. Soudain, une énergie verte émane de l'item de Salem et des serpents en émergent. Avec une expression menaçante, Salem informe Andreas que s'il insiste, il n'a d'autre choix que de les tuer tous.